Bonjour à toutes et tous, salut, bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Salut, vous êtes très nombreux aujourd'hui. Salut Frenchoman, salut Amiante, salut Rano de Bergerac, pardon, salut Tequila, salut Talbès, salut Ishtar, salut Gentleman, salut Sergio, salut Bandini, salut Amiantel, pardon, bienvenue à toutes celles et ceux qui rejoignent le Talk de France Info, votre rendez-vous hebdomadaire sur Twitch et TikTok en direct du studio Clémentine Vergniaud-Lecalo, à la maison de la radio, 2 heures où l'on appuie sur le bouton pause de l'actu pour aller fouiller dans les interstices de ce qui agite le monde politique, économique, diplomatique, économique, scientifique, médiatique, du web, de la tech et certainement des idées. 2 heures en tout cas de 17h à 19h avec des invités et vos questions dans le chat. Vos questions, je passe aux invités. Vous êtes ici chez vous. On a le droit de tout dire, mais on a le droit de tout dire avec le sourire, on a le droit de râler avec le sourire. Merci aussi de mettre un point d'interrogation à vos questions, sinon je ne vois pas que c'est une question. Et merci de rester courtois et bienveillant, puisqu'on est sur le service public. Dans le chat, c'est Jérém Alamodé qui vous répond avec son clavier, et c'est moi qui vous lis et qui vous répond avec le micro. Au programme de ces 2 heures, de 17h à 18h, le rôle des médias dans la démocratie, les médias décriés, les médias dont on ne fait plus forcément confiance, une démocratie abîmée à l'heure d'une société polarisée, et à celle aussi des crises politiques, avec le pressentiment que là où les médias disparaissent, la démocratie s'abîme, mais que quand la rumeur gagne, la confiance se délite. Et une question parmi d'autres, voulons-nous des citoyens bien informés ou des territoires laissés à l'influence des algorithmes? Des questions, des réponses avec le renfort des 2 co-auteurs d'une étude de l'Observatoire des médias de la Fondation Jean Jaurès, une étude qui est sortie tout à l'heure, exclu du Talk de France Info, et qui viendront expliquer donc en exclu pour le Talk de France Info, et ce sera jusque 18h, heure à laquelle nous irons voir ce qui se trame dans les coulisses des Jeunes en Marche. Ce sont les ex-jeunes avec Macron, un mouvement qui revendique 27 000 adhérents et qui est en pleine crise après l'élection contestée l'été dernier de leur président, une crise interne des fraudes électorales, et comme une odeur de crépuscule, disent certains. Ce sont des révélations de la cellule investigation de Radio France. Stéphane Père a mené l'enquête, il sera avec nous pour nous raconter tout ça. Ceci devant nous mener, bon an mal an, coché devant, là qui est derrière, jusque 19h. Pour l'heure et pour l'instant, il n'est jamais que 17h07, passé de 4 secondes. Il y a quelques heures était publiée une note de l'Observatoire des médias de la Fondation Jean Jaurès, une note intitulée « Médias et démocratie vers un nouveau rôle du paysage médiatique dans la société » et qui interroge le rôle nouveau des médias à l'heure de la fatigue informationnelle et de la défiance vis-à-vis des journalistes. Une note qui tombe à point nommé, de mon point de vue, à l'heure où les déserts médiatiques gagnent du terrain, il me semble que c'est votre point de vue aussi, et où la crise politique qui s'est installée depuis la dissolution a peut-être mis un peu de plomb dans l'aile de la démocratie. Il est 17h07, 34 secondes, et en exclusivité pour le Talk de France Info à mes côtés, déjà dans le studio, les 2 co-auteurs et co-autrices de cette étude. Bonjour Élise Lalanne-Larieux. Bonjour. Élise, tu es consultante au sein de l'agence Bonafide, tu enseignes à l'EFAP. L'EFAP, c'est l'école française des attachés de presse. À tes côtés, Dorian Dreuil. Salut Dorian. Salut Ludo. Tu es politologue, expert associé à la Fondation Jean Jaurès et directeur d'études de l'Institut Bonafide. Chers amis, vous signez 2 travaux majeurs sur les médias et la démocratie. C'est quoi le constat commun qui vous réunit ? Le constat aujourd'hui, c'est que les médias n'ont jamais été autant au cœur de ce qu'on appelle la bataille démocratique, et qu'en fait, ce qu'on observait auparavant, qui était plutôt une tension entre information et opinion, et maintenant une tension qui va se faire aussi entre polarisation, réconciliation, et de cette deuxième tension découle une autre tension majeure qui est celle en fait entre les démocraties et les autocraties. Je sais pas Dorian si tu veux compléter un peu ça, mais c'est ce qui découle et ce qui réunit un peu nos trois travaux pour la Fondation Jean Jaurès. J'ai dit 2, il y en a 3. Oui, il y a un rapport et une note. Il y a un rapport et une note. Mais ouais, c'est bon, ouais. 2, 3. Et les 3 ont... J'ai oublié de dire quelque chose. Non, pas du tout. Mon émission va s'écrouler. Les 3 ont le fil rouge dont Élise parlait, qui est ce lien entre démocratie et médias. Et la bataille culturelle dont on parle dans nos contributions et qu'on essaie d'analyser, elle se passe aussi à un moment où il y a une autocratisation du monde, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de régimes autocratiques que de régimes démocratiques qui avancent. Et nous, on a voulu regarder à la fois quels étaient les mouvements qui traversaient un peu le paysage médiatique, comment est-ce qu'ils se réinventaient ou pas, est-ce qu'il y avait des preuves d'innovation éditoriale, et quel était finalement, quel pouvait être le rôle aussi des médias pour se positionner dans la dichotomie dont parlait Élise entre polarisation et réconciliation. Alors il y a déjà des questions dans le chat, mais il me semble qu'on aura la réponse à la fin de ce stream. On n'est pas obligé d'y répondre tout de suite. Vandini nous dit le terme fake news de Trump, chaque fois qu'il était contredit, a sérieusement abîmé les cerveaux. Frenchoman dit est-ce que ce n'est pas justement la bonne foi qui manque dans les médias, à la fois de la part des journalistes que des intervenants? Volcan qui dit la question n'est pas complète, on devrait la compléter par survivre sans médias appartenant à des milliardaires.
On va y répondre au fur et à mesure, je crois. Pourquoi vous faites ce travail maintenant? Qu'est-ce qui vous a alerté? C'est la défiance, la fatigue informationnelle ou la montée des zones sans médias? Je pense que c'est tout ça à la fois. Sur la fatigue informationnelle, effectivement, c'est l'enquête que fait la Croix depuis 35 ans. Tu peux peut-être expliquer ce qu'est la fatigue informationnelle? C'est un mot qu'on connaît bien en France Info. Ouais. La fatigue informationnelle, c'est le sentiment que les gens expriment quand en fait ils ont l'impression et ils ont peut-être moins envie de s'informer parce qu'ils sont noyés sous un flot d'informations. Ça passe par deux choses majeures. D'une part, il y a le fait que les canaux d'information sont multipliés. Et la deuxième chose, c'est le fait que les informations qui viennent à nous sont quand même hyper anxiogène et que donc on ressent cette forme de fatigue qui va peut-être nous conduire à moins nous informer. Donc je pense que c'est tout à la fois, c'est cette fatigue informationnelle, c'est donc une défiance croissante entre les médias qui ne veut pas dire que les gens ne s'informent plus, parce que les gens continuent de s'informer et c'est aussi ce qui ressort de ce rapport-là. Voilà, et donc c'était un moment où on a essayé d'observer, de prendre un petit peu de hauteur pour voir ce qui se passait et surtout essayer de dessiner aussi ce qui va se passer demain et regarder les différentes innovations éditoriales qui se jouent dès maintenant. Dorian Dreux. Oui, et peut-être en ce moment, parce que on est à quelques mois des élections municipales, on est à 1 an et demi d'élections présidentielles, on est dans ce phénomène aussi, moi que j'appelle beaucoup de démo-anxiété, c'est-à-dire vraiment de sentiment que les institutions ne fonctionnent pas ou ne fonctionnent pas comme elles devaient être. C'est démo-anxiété, c'est mon truc un peu... 17h11, démo-anxiété. Voilà, la marotte, l'obsessionnel de Dorian et je crois que j'en ai parlé il y a 3 semaines. Je crois que je gonfle un peu Élise avec mon mot. Bon. Mais voilà, on est dans ce moment-là qui est un moment un peu de cristallisation, qui est peut-être le moment où toutes les tensions sont les plus exacerbées dans la société et où tous les curseurs sont un peu au rouge. Et donc c'est finalement peut-être le moment de se dire, si on cherche des antidotes, où est-ce qu'ils sont et est-ce qu'il y a des endroits comme les médias où ça peut participer à dépolariser, à ramener un peu d'apaisement dans la société. C'est pour ça que c'est nous le moment où on a un peu sorti tous ces travaux-là. Beaucoup de gens disent que les médias sont l'espace de la polarisation. La scène, en tout cas, de la polarisation. Il y a entre la polarisation et la réconciliation une partie du paysage médiatique qui a fait le choix de la polarisation et une autre, et c'est le cas de l'audiovisuel public notamment, de tendre vers justement plus de réconciliation. Et au milieu de tout ça, et c'est ce qu'on a un peu observé, il y a les réseaux sociaux qui tendent une sorte de miroir un peu déformant de la société. Et toute la question qu'on avait, nous, c'était de se dire, est-ce que finalement les médias peuvent aussi aller sur le terrain de la réconciliation par d'autres manières qu'en regardant la société telle qu'elle est exprimée sur Twitter ou autre. Alors, parmi ces manières, qu'est-ce que vous suggérez? D'innovation éditoriale? Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Je ne fais pas dans l'ordre de la trame que j'avais prévu. On est parti. C'est plus logique comme ça. On a flingué ton émission. Déjà, il y a c'est un guet-apens. Et ça, pour le coup, c'est plutôt ce qu'on évoque dans le rapport, mais il y a quelque chose qui est très intéressant au niveau de la presse locale. C'est que ces titres de presse, ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin en tout cas, les gens expriment le besoin de les avoir parce qu'ils vont rechercher de l'information de proximité. Ils ont le sentiment qu'elle est peut-être plus fiable aussi. Et dans ces titres de presse, on a observé des choses hyper intéressantes qui datent pas d'hier d'ailleurs, qui sont plutôt qui ont une dizaine d'années. Il y a le groupe Nice Matin, par exemple. En 2014, ils se retrouvent dans une situation économique hyper complexe, comme c'est le cas pour de nombreux titres aujourd'hui de presse. Ils sont en redressement judiciaire et à ce moment-là, ils se posent une question qui est de se dire ok, comment on en est venu là en fait? Comment est-ce qu'on a perdu notre lectorat? Comment est-ce qu'on a arrêté d'intéresser les gens? Et ce qui ressort de cette consultation et puis du fait qu'en fait ils se posent aussi la question au sein de la rédaction, c'est que peut-être qu'ils informaient pas suffisamment les gens sur des choses qui leur sont utiles au quotidien. L'infoservice et puis aussi en fait mettre en avant des choses qui sont positives, des choses qui sont de l'ordre du projet local hyper innovant mais qui marche super bien parce qu'il connecte les gens, parce que il met en avant un savoir-faire de la région, de la ville, de la zone qui permet aussi de créer un nouveau dynamisme autour de cette zone. Donc ça c'est un premier exemple. Est-ce que tu t'en autres... Il y en a plein des exemples. Le journalisme de solution, ouais. Le journalisme de solution, c'est quelque chose qui est... c'est ce qu'a fait Nice Matin. C'est un phénomène qui est né aux États-Unis dans les années 90, qui aujourd'hui en France est
très bien défendu par une asso qui s'appelle Reporters d'Espoir. Et le journalisme de solution, c'est l'idée de se dire que le journalisme n'est pas uniquement là pour en fait donner des infos qui sont... alors, il y a les infos factuelles, il y a l'actualité forcément, mais il y a aussi les infos positives, les infos qui amènent des solutions. Tout le travail de l'association, c'est de former les journalistes à cette nouvelle modalité de travail, en fait, parce que ça change aussi la manière dont ils font leur job. Donc ça, c'est super intéressant. Et il y a plein de groupes de presse, de titres de presse comme ça, qui se sont mis à intégrer ça dans leur rédaction et dans leur manière de travailler pour répondre un petit peu plus aux attentes des gens, en tout cas au niveau local. Est-ce que, de votre point de vue, le lien entre les médias et la démocratie est devenu plus fragile ou voire clairement rompu ? Rompu, non. Le lien, il est toujours existant. Mais le moment de fragilisation, en fait, c'est un truc qu'on a appelé dans nos notes le risque du syndrome de la guerre des autres. C'est-à-dire qu'il y ait d'un côté le paysage médiatique et les médias qui se disent toutes ces questions de démocratie, d'affaiblissement de la démocratie ou autre, finalement, ça ne nous concerne pas trop, puisqu'on est là pour produire de l'information, et donc, qu'importe un peu la vie de la Ve République et les turpitudes de la vie politique. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est, en fait, le danger là-dedans, c'est que les médias oublient aussi qu'à force d'avoir une polarisation trop forte, à force d'avoir un affaiblissement du fonctionnement des démocraties et de voir le lien social se déliter entre les gens, ça va aussi impacter à un moment le paysage médiatique et les médias dans leur manière de fonctionner. Donc le lien n'est pas rompu, et il y a ce grand paradoxe dont parlait Élise, qui est qu'il y a à la fois une méfiance parfois des citoyens vis-à-vis des médias, on appelle les médias mainstream, et en même temps il y a un intérêt incroyable pour l'actualité. Donc il y a ce paradoxe-là à résoudre en se disant comment est-ce que peut-être que les médias peuvent aussi changer leur rapport à la société, se penser autrement que comme juste produire de l'info, que comme juste ressembler à la société telle qu'elle est, mais aussi essayer de la rassembler et produire différemment de l'info. Parler des innovations éditoriales, on en est une, tu en es une tous les jeudis. Et c'est d'ailleurs hyper intéressant comme format. Tu nous as pas demandé de le dire d'ailleurs, donc on peut le. Voilà, ça m'a pas coûté très cher en tout cas. mais tu es. Je suis pas à l'initiative de ce format, donc je l'incarne. Tu diffuses, tu vois, sur les réseaux sociaux, donc sur des nouveaux terrains où des gens viennent chercher de l'information, mais avec la marque de l'audiovisuel public, de France Info et toute la crédibilité, la fiabilité qui peut y avoir. Mais c'est vrai qu'il y a un truc nous qu'on a sur lequel on a essayé d'insister, qui était de regarder finalement comment pouvaient évoluer aussi les médias dans leur rapport à la société, sans être dans une critique un peu systématique ou autre, mais de se dire il y a déjà des évolutions qu'on voit, et comment est-ce qu'il est possible d'aller plus loin, et surtout de co-construire ça, peut-être d'imaginer comment plus écouter la société et les citoyens et les inclure dans la manière dont on produit l'info aujourd'hui. Et pour compléter ce que dit Dorian, il y a des chiffres qui sont intéressants dans le rapport. Il y a 55% des Français qui disent qu'ils s'informent encore avec des médias locaux, ce qui est quand même beaucoup. Ce qui est beaucoup. Et là, on prédisait la mort de la PQR. Voilà. Et il y en a un tiers qui déclare que dans le périmètre et dans son écosystème en fait, de titres de presse autour de lui, il les voit disparaître. Petit à petit, les titres disparaissent. Donc ça montre bien cette espèce de tension et le fait que les gens sont toujours attachés à cette actu-là, mais qu'à côté de ça, les offres sont de plus en plus limitées, ou en tout cas ont du mal à se réinventer pour répondre aux besoins des lecteurs aujourd'hui. Ce qui est donc l'explication. Partie de l'explication. Partie de l'explication. Peut-être. Et pourtant, on semble observer, à vous lire, un véritable exode informationnel. Alors pourquoi c'est vous qui parlez d'exode informationnel, je pense. Qu'est-ce qui pousse les citoyens à se détourner des médias ? C'est vrai que le terme d'exode informationnel, alors c'est pas le nôtre pour être complètement honnête, mais il a été inventé par l'Observatoire des médias. Comme expression, c'est joli, et en fait c'est la conséquence de la fatigue informationnelle, c'est-à-dire que le phénomène que décrivait Élise de sentir épuisé par l'infobésité ou un climat trop anxiogène, conduit à aller s'informer ailleurs. Et donc de quitter un peu l'information via les médias classiques tels qu'on les connaît, et d'aller chercher d'autres sources d'information ou d'autres terreaux d'information. Et c'est là où
d'une certaine manière, on peut se retrouver beaucoup plus facilement exposé à des fake news, des tentatives d'ingérence étrangère, de déstabilisation sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est là où, du coup, le paysage médiatique a aussi une responsabilité de se dire comment est-ce que, face à cet exode informationnel, on recrée des espaces différents, innovants, et on recrée de la confiance, surtout. Et le terme de confiance, il est peut-être indispensable dans justement résoudre ce paradoxe entre et cette tension entre l'envie de vouloir s'informer et cet intérêt qu'il y a pour l'actualité. On a un pays qui est passionné par l'actualité, qui est historiquement construit avec la presse. D'ailleurs, la démocratie, la République s'est construit avec la presse. On avait trouvé ce titre un peu rigolo dans un des 2 chapitres, ça s'appelle La République de la PQR, et parce que la PQR a participé à l'installation, presque quotidienne régionale, des frontières un peu politiques ou à l'installation de la République et de la démocratie en France. Pour nourrir notre débat, Syscom dans le chat nous dit « Les offres sont de plus en plus limitées parce que les médias sont aussi de plus en plus concentrés. Il n'y a qu'à regarder la galaxie Bolloré, par exemple. » Hasta la vista, pardon, nous dit salut, hasta la vista. Oh, très pénible. Hein. Salut, et puis en plus c'est Astia. Salut Astia. Salut Astia. Avec les chaînes. Oh, et le chat défile, zut. Avec les chaînes d'infos, les nouveaux médias en ligne, les chaînes YouTube, les chaînes Twitch, etc., le paysage médiatique a éclaté en bulle. C'est pas étonnant. Le chat défile, zut. Oh, c'est pas étonnant. Je peux pas mettre pause, je suis pas sur mon compte. C'est pas étonnant que les médias traditionnels, notamment l'audiovisuel public, plaisent à de moins en moins de gens, car ils ne correspondent pas à leur bulle et produisent un discours nettement générique et fatigant. Oui, dit Astia la Vista. Comment dans cette émission à l'exception de cette émission et de la chaîne qui m'emploie, bien entendu, et du groupe qui m'emploie, in extenso et par ailleurs. Comment on articule ce paradoxe plus d'intérêt pour l'actualité, alors qu'on se méfie d'elle en même temps? Je pense que ce qui change la donne par rapport à... Parce que ce paradoxe, comme le disait Dorian, il a toujours existé. Je crois que ce qui change la donne aujourd'hui... Comment dire, la tentation chez pas mal de gens, c'est de dire qu'on se méfie tous, en fait, de l'information qui est donnée par la presse. N'empêche qu'on est les premiers, nous, alors pas moi journaliste évidemment, mais celui qui la reçoit a aussi la donner à son voisin comme une certitude. C'est-à-dire qu'en fait, on s'en méfie, mais on s'en méfie pas tant que ça. Mais je pense que c'est parce il y a un nouveau terrain qui s'est ouvert en fait avec les réseaux sociaux et qui est un vrai lieu d'information aussi et qui est un lieu hyper important d'information. Mais où effectivement, à partir du moment où on s'informe aussi sur les réseaux sociaux, on s'expose aux fake news, on s'expose aux bulles, comme le disait Astia la Vista. Voilà, j'ai bien dit. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que cette défiance-là, elle peut grandir et elle peut paraître plus forte en tout cas aujourd'hui, parce qu'il y a ce nouvel espace qui s'est ouvert et donc qui fait que on peut prendre une information pour fiable, alors qu'honnêtement, en termes de vérification, on n'a pas toujours les mêmes leviers que la presse traditionnelle ou l'audiovisuel traditionnel peut avoir. Je pense que c'est ça qui change la donne aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une recomposition du paysage médiatique, parce qu'il y a ce nouveau terrain qui a émergé il y a quelques années déjà maintenant. Vous avez fait une sorte de cartographie, et elle montre une diagonale très nette de désert médiatique. On parle de quel territoire ? Alors... Les bons élèves, c'est les Bretons. Les Bretons s'informent. Les Bretons s'informent. Ça s'explique parce qu'ils ont un titre de presse quotidienne régionale qui est hyper puissant, qui est Ouest France, qui est le plus tiré, qui a un vrai rôle en fait de média national aussi, qui fait de l'information. Voilà. Mais ils ont un maillage qui est extrêmement important, et donc ils ont aussi cette puissance de frappe qui est nationale. Le territoire dans lequel on voit que ça recule, c'est l'Oise. C'est l'Oise et c'est un territoire qu'on observe comme le symptôme ou en tout cas un cas d'école de ce qui peut être, comme le disait Dorian, l'exode informationnel. Voilà. Et le terme de désert médiatique, il est d'ailleurs... on pourrait se poser la question, on s'est posé la question quand on a construit le rapport, on s'est dit, est-ce que c'est pas un terme de communicant qui cherchait une formule un peu impactante, mais en fait, il y a vraiment une corrélation... Des déserts médiatiques. Il y a vraiment une corrélation entre parfois la disparition de certains titres de presse et le sentiment, c'est un chiffre dont on parlait tout à l'heure, d'un tiers des Français qui ont le sentiment de voir disparaître des chiffres de presse. Et il y a un reportage de David Menioni et de Jean-Laurent Casselli dans le rapport où ils montrent un peu ça aussi. Comment est-ce qu'il y a ce changement d'habitude parfois de dire, je crois que le chapitre s'appelle, je l'ai lu sur Facebook, et finalement d'avoir une circulation d'informations qui n'est pas de même acabit qu'on peut lire dans la presse. C'est une perte de ces repères-là, d'une certaine manière, de ce rendez-vous de ce qu'est la presse locale. Et il y a une anecdote qui est
assez intéressante, puisqu'on parle de la Bretagne, on parle de Ouest France, on parle de médias et de démocratie. Si on prend le cas de Ouest France, par exemple, c'est un journal qui est détenu par une association, loi 1901, qui s'appelle l'Association de soutien aux principes humanistes et démocratiques, quelque chose comme ça. Financé par... Très bonne question, ça j'en ai aucune idée, mais elle est protégée par le fait d'appartenir à une association loi 1901 qui inscrit justement la question de la démocratie dans ses statuts, jusque dans son titre et jusque dans son mode de fonctionnement. Pour la méthode, oui, Bandini avait une question sur la méthode. C'est intéressant ça, entre la Bretagne et l'Oise notamment. Comment c'est calculé ? Je pense que c'est une question sur votre méthode. Sur la méthode du rapport, c'est calculé. Il y a une forme de scoring qui est fait entre à la fois les répondants du sondage et les titres qui existent, voilà, à la fois print, de journaux locaux ou d'articles en ligne. Et c'est vrai, alors bon, c'est peut-être pour faire un peu de pub pendant 5 minutes sur ce rapport, c'est que l'enquête est ce qu'on appelle, alors je vais prendre 5 minutes de pub, je vais mettre ma casquette d'institut et un peu de sondeur, c'est que l'échantillon il est fait sur 10 000 personnes. Donc ça permet d'avoir, de vraiment aller de manière un peu fine dans les résultats et surtout de mettre en avant des corrélations qui sont intéressantes, notamment le fait que les gens qui surconsomment des médias locaux, et ceux qui estiment ou qui disent qu'ils consomment beaucoup de médias locaux sont généralement ceux qui, par exemple, vont le plus souvent voter, qui vont le plus souvent s'engager dans des associations, dans des syndicats, participer à la vie de la commune, et donc on se rend compte que plus on consomme des médias locaux, finalement, plus on s'engage sur son territoire, plus on participe aux élections, et alors ça ne veut pas dire que ceux qui ne lisent pas la presse locale, ne participent pas à la vie de la cité, mais ils participent moins. Et donc il y a cette corrélation-là qui est intéressante, qui nous amène, nous, à penser que plus les déserts, le risque du désert médiatique, finalement, dans certains endroits, c'est aussi qu'il y ait un recul démocratique. Ok, là j'ai ma question à 100 balles, 100 euros. Je suis né dans les années 90. Est-ce que c'est l'information qui crée l'engagement ou c'est l'engagement qui crée la demande d'information ? J'avais le droit de dire je ne sais pas, mais j'avance quelque chose que je ne peux pas prouver. Je pense que c'est un peu les deux. C'est vraiment une réponse de Normand. Oui. Mais c'est pas hyper satisfaisant. Ma question était... Non, je pense que c'est les deux et qu'on peut pas... Vous n'avez rien constaté, en tout cas. Voilà, et que surtout, on peut pas isoler ces deux choses et on peut pas les penser l'un sans l'autre. Voilà. C'est pas très satisfaisant comme réponse, mais c'est un cercle vertueux. Ouais. C'est un cercle vertueux, ça s'auto-répond. Ça s'auto-répond, ça s'auto-nourrit. Tu parlais du journalisme de solution tout à l'heure, Élise. Il y a quelque chose de aussi... plus il va y avoir d'engagement et donc d'organisation un peu collective qui vont montrer des solutions concrètes aux enjeux du quotidien, plus s'il y a une forme de pratique de journalisme de solution, ça va le mettre en avant et ça peut susciter des vocations, donner envie, et donc c'est un cercle vertueux qui se met en place. Et puis en fait, ça connecte les gens aussi. Et une fois que les gens sont connectés, c'est plus facile d'avoir envie de s'engager une fois qu'on est connecté. Donc je pense que c'est ça qui est important aussi. Jérémy Pelletier, il a une formule très intéressante pour la conclusion qu'il utilise dans la conclusion du rapport où il dit en fait faut penser les médias locaux comme l'école. L'école elle sert à créer des citoyens. Les médias locaux ils servent eux à créer des démocrates, à des gens qui sont attachés à ces valeurs-là. Et en fait je pense que ça résume un peu le tout et cette notion d'engagement elle est inclue dans l'idée d'être démocrate et d'être attaché à ces valeurs-là. Vous décrivez une polarisation qui n'est plus conjoncturelle, mais plutôt structurelle. Pourquoi on accuse les médias d'alimenter cette polarisation ? Pourquoi les médias ? Mais ça, c'est aussi un héritage, une question à 100 balles. C'est la question à 200. C'est la question du journaliste du service public qui est un peu agacé quand même. Non, mais qui est c'était d'ailleurs assez intéressant. Et sur ça, c'est pas sur le rapport, mais sur l'autre note, de voir à quel point il y a une forme d'héritage historique là-dedans. Nous, ce qui nous permettait de relativiser un peu aussi le moment de crise médiatique qu'on suppose ou qu'on entend, parce que t'es né dans les années 90, moi aussi, un peu plus tard, Élise, mais on a d'une certaine manière, on a tous les trois grandi avec un peu les mantras qu'on entend à l'école de les gens lisent plus, la presse écrite va disparaître,
Maintenant, tout va se faire en ligne. L'audiovisuel le public va s'effriter, va disparaître. Donc on a grandi avec cette croyance-là que finalement les médias étaient presque voués à la fois à l'échec et à la mort. Et quand on a fouillé, on s'est rendu compte que c'est quelque chose qui existe depuis un peu plus longtemps que ça, qui a un véritable héritage historique. Ouais, quand on a fait la note sur le paysage médiatique, on s'est dit, est-ce qu'on peut vraiment dire que les médias aujourd'hui, plus qu'avant, polarisent, mettent de l'huile sur le feu, aggravent la crise démocratique? En fait, pas du tout. On en discutait. Et moi, ça m'a fait penser à un bouquin de Balzac qui est Les Illusions perdues, qui a été adapté en film en 2021, je crois. À peu près. Et ça montre très bien ça, en fait. Ça montre que déjà à cette époque-là, en 1837, quand le bouquin sort, on décrit une manière de fonctionner de la presse qui est à peu près la même que celle d'aujourd'hui. Et où il y a effectivement de la presse d'opinion, de la presse qui va chercher à conforter des idées, il y a de la presse qui va chercher à mettre de l'huile sur le feu. Ça a toujours existé. Donc il faut relativiser aussi cette responsabilité-là des médias. Je pense qu'aujourd'hui, comme on le disait, il y a des facteurs qui peuvent pousser les curseurs un peu au max et qui font qu'on a l'impression que c'est un peu exacerbé, mais en réalité, c'est un état de fait. Ça a toujours fonctionné comme ça. Et parfois, c'est même peut-être un peu ce qu'on cherche à certains moments. La demande crée l'offre, l'offre crée la demande. Et ça Et c'est pour ça que l'originalité peut-être du regard qu'on porte maintenant dessus, c'est justement de se dire que la tension information-opinion dont on parlait au début de l'émission, elle est toujours vraie, elle est toujours réelle. Il y a des endroits où on se cache plus de dérouler peut-être moins d'informations et plus de ressenti ou d'opinion, et d'autres endroits où l'opinion où l'information est affirmée comme justement un rempart à ce type de presse, et où le cadre, nous, qui nous semble peut-être plus intéressant à regarder, c'est vraiment polarisation, réconciliation, parce que derrière, il y a des acteurs qui ne sont pas mus par le même objectif, et où, à certains endroits, le phénomène de polarisation, s'il peut entraîner de l'audience, du buzz, et ressembler un peu à la société, qui est un peu comme ça aussi, va mécaniquement amener à fragiliser la démocratie. Parce que derrière la polarisation, c'est les autocrates qui attendent, en fait. À l'inverse de la réconciliation, qui peut prendre plus de temps, mais qui permet d'avoir un pilier de la démocratie. De défendre, en tout cas, les médias comme un pilier de la démocratie. Vous écrivez que les réseaux sociaux ont transformé les médias en miroirs déformants. Est-ce que c'est le cas ? Ça, c'est deuxième marotte. Ça, c'est ma deuxième marotte. En tout cas, c'est de dire, d'abord, il y a deux précautions d'usage. La première, c'est pas d'être accusatoire. Donc, il y avait des mots anxiété à 17h17, voilà, 17h11, 17h32. Deuxième marotte. Sur un excellent rythme de rendu. Je suis pas loin du banco. Non, je plaisante. Ouais. Non, mais c'est très parlant comme expression. Le premier, nous, la première précaution qu'on a, c'est d'abord de pas tirer à boulet rouge sur le paysage médiatique dans son ensemble. Et la deuxième qu'on a, c'est pas de dire que les réseaux sociaux sont responsables de toute la polarisation et toutes les crises dans lesquelles on vit, mais que regarder la société à travers uniquement ou de manière peut-être significative les réseaux sociaux, on les regarde à travers une bulle qui est déformante. Et donc ça brouille ce qu'on peut ressentir de la société, ça brouille la manière dont on peut la regarder et dont on peut l'informer aussi d'une certaine manière. Pour ça que l'initiative de la PQR, elles sont intéressantes. Ça permet de remettre du lien et de recréer des espaces. Parce que comment est-ce qu'on dépolarise une communauté, une société ou un groupe social ? C'est en recréant de la conversation, en recréant du dialogue. Il y a quand on a fouillé pendant l'été en travaillant de ça, on a trouvé deux initiatives qui sont passionnantes là-dessus. C'est la BBC en 2012 qui a lancé un projet qui s'appelle le Listening Project et qui est une initiative qui visait à collecter des témoignages de gens pouvant envoyer par audio des témoignages de comment est-ce que les gens parlent d'un sujet d'actualité, pour justement nourrir les rédactions, de se dire c'est ces mots-là qui sont employés, c'est ce regard-là qui est porté. Plus récemment, il y avait la télévision publique suédoise qui a lancé un programme qui s'appelait « Venez prendre un café avec la SVT », qui est la télévision publique suédoise, où tout le monde dans la rédaction, que ce soit la direction, les journalistes, ou finalement tous ceux qui à un moment fabriquent de l'info dans cette chaîne télé, allaient prendre un café avec les habitants pour discuter avec eux. C'était pas forcément filmé ou retranscrit ou autre, mais c'est une manière de s'imprégner comme ça au plus près de la réalité de la société. Au même titre que le téléphone sonne de faiblesse synthèse
5e étage de la Maison de la Radio, et puis que le talk de France Info aussi au 4e étage de la Maison de la Radio. Élise. Non, oui, ce que je voulais dire, c'est juste pour compléter ce que disait Dorian, et c'est la formule qu'on utilise dans la note, mais c'est en fait de dire, les médias aujourd'hui, ils ont plus seulement un rôle ils doivent plus seulement ressembler à la société. L'enjeu, c'est plus seulement ça, c'est de rassembler. Et c'est ce que font du coup, très bien, enfin c'est ce que fait très bien la BBC, c'est ce que fait très bien cette chaîne de télé suédoise, parce qu'ils vont à la rencontre des gens. Comme on le disait tout à l'heure, ils les connectent. Et puis je pense qu'ils comprennent aussi mieux ce dont ils ont envie et ce dont ils ont besoin. Et ça, c'est quand même crucial, je crois. À l'origine, c'est pas dans leur cahier des charges, les médias, de rassembler. On va dire que c'est une sorte de préconisation morale. Moi, je crois que si. Pour un journaliste, certainement. Oui, je pense que l'enjeu, c'est toujours d'essayer de reprendre et de retrouver nos boussoles communes, de voir où est-ce qu'on va et d'essayer de donner de la visibilité à ces chemins-là. Je pense qu'aujourd'hui, et c'est ce qui ressort un peu des travaux, c'est qu'aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs qui font que c'est plus complexe. Et donc, il y a peut-être plus d'efforts à mettre dans cet enjeu-là. Alors, est-ce qu'on peut reprocher aux médias d'être responsables de la crise démocratique ou est-ce qu'on leur demande pas un petit peu trop? Ça ressemble un petit peu à la question que je viens de poser. Est-ce que les attentes ont changé et placent les médias à un autre endroit? Je pense qu'ils ont une nouvelle responsabilité. Ils ont une responsabilité plus forte parce que le moment est peut-être plus intense, plus grave, mais cette responsabilité-là, ils l'ont toujours eue. Si tu veux compléter, mais... Oui, et en fait, nous, c'est un peu ce qu'on écrit, c'est de dire que on regarde pas le paysage médiatique ou les médias comme ni forcément un symptôme ou un aggravateur de crise démocratique, mais comme l'opportunité d'une solution. Il y a en tout cas cette responsabilité-là d'être à un moment une solution aux enjeux démocratiques. Tu parlais de mission tout à l'heure. On sait que par exemple pour l'audiovisuel public, c'est dans l'ADN, la réconciliation. Ça fait partie c'est une mission de service public que de participer à ça. Et pour plein d'autres médias, un service public. Parce que vous êtes un service public, et pour toute une partie du reste du paysage médiatique, il y a parfois eu, du fait des tensions de part d'audience, de part de marché, de tensions liées aux revenus, au modèle économique, de uniquement se penser comme des acteurs économiques. Et nous, on plaide un peu pour ça, sans être naïf complètement sur les enjeux économiques qu'il y a derrière, mais de dire que les médias ne sont pas qu'un opérateur économique ou qu'une entreprise comme les autres. C'est aussi un acteur civique, aussi et surtout un acteur démocratique. Il y a eu un moment où c'était très à la mode, on parlait de RSE partout, de responsabilité sociale des entreprises pour toutes les boîtes. C'est même devenu un slogan ou des slogans un peu marketing. On pourrait se dire aussi que les médias ont aussi à inventer dans ce moment-là leur rôle civique, réinventer leur rôle démocratique et peut-être imaginer un nouveau rapport avec la société. C'est un peu, je pense, le fil rouge qu'on a délié à toutes les échelles et sous toutes les formes, le print, les journaux ou les radios ou les télés. Il y a quelque chose qui est très intéressant qu'on a observé sur justement ce repositionnement et cette nécessité d'entrer dans une nouvelle logique. C'est quand on regarde les slogans. Des chaînes de télé notamment. Pendant des années, ils ont tous mis... En fait, c'était une logique de marque, c'est-à-dire que il faut que le nom TF1 soit visible, il faut que le nom soit visible. Là où tout d'un coup, on a vu une évolution qui s'est fait quasiment en même temps pour tout le monde, où l'idée c'était plutôt les slogans, c'est on est ensemble, on partage des moments ensemble, toute cette idée de rassemblement, toute cette idée de... On est en train d'essayer de recréer de l'espace commun, de recréer des espaces de dialogue, et c'est hyper visible du coup quand c'est au niveau des slogans, parce que c'est ce qu'on retient aussi, c'est ce qui est diffusé très largement, et c'est une illustration, je pense, de justement ce repositionnement et cette nouvelle responsabilité qui n'est pas en fait nouvelle, je reviens sur ce que j'ai dit, mais en tout cas qui est encore plus marquée. On a chacun nos obsessions. Qui est encore plus marquée aujourd'hui qu'elle ne l'était avant. Allons prendre l'air dans le chat. Syscom qui nous dit: il faut aussi relativiser notre intelligence ou notre supériorité par rapport aux époques précédentes. On n'est pas tellement plus évolué au final. Non, certainement non. Harold nous dit: pourquoi ne pas afficher un logo information et un logo opinion sur les chaînes d'infos, car on y voit souvent des intervenants qui n'ont aucun lien professionnel avec le sujet traité. Je pense que Harold ne s'adresse pas à vous, évidemment. Syscom revient: les réseaux sociaux, c'était bien avant que ça devienne des machines à argent et à influence, certainement un peu excessif. Volca qui complète: les réseaux sociaux ne permettent-ils pas justement de critiquer les médias? Est-ce que ça n'énerve pas les médias? Justement, les médias sont sur les réseaux sociaux, les médias sont agacés comme tout le monde par des choses qui surgissent sur les réseaux sociaux, bien entendu. Et French Onan qui dit: personnellement, je préfère les statistiques aux anecdotes. Mais ça tombe bien.
Le rapport est rempli de statistiques. Il me semble. Vous régaler. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a beaucoup de chiffres, intéressants. Et nous, on n'est pas dans une logique on est dans une logique aussi d'observateur. Hein. On essaie de capter le terme qu'on adore employer, c'est les signaux faibles, de capter des tendances ou de capter des choses pour voir ce que ça dit d'un moment, de ce que ça peut dire d'une évolution si on est un peu prospectif, aussi de s'alerter, c'est-à-dire de se dire, il y a aussi des moments où il faut que collectivement on soit dans un moment d'alerte pour justement innover, tester d'autres choses et voir comment recréer ce lien de confiance et comment ça réagit du côté des auditeurs, des lecteurs, des téléspectateurs. Tu parlais de modèle économique, est-ce que la réconciliation, ça peut vraiment devenir un nouveau marché d'audience ? Boule de cristal, doigt mouillé. Vas-y, toi. Je dirais que Cher Richard d'Orléans. Moi, je suis assez optimiste. Ouais. On est assez optimiste à se dire qu'il y a une attente de l'opinion vis-à-vis de la réconciliation. Et que cette attente-là, elle peut devenir aussi de nouvelles audiences. C'est vrai que quand on regarde les chiffres de médiamétrie ou autre, pour l'instant, ce qui fait plutôt recette, c'est la course à la polarisation. C'est le crispant. C'est le crispant. Plutôt que le feel good. C'est le crispant, c'est plutôt l'opinion. C'est plutôt presque l'émotion, d'une certaine manière. Mais parce qu'il faut aussi en face faire le travail d'installer la réconciliation comme une grille de lecture de la société, comme une grille de la fabrique de l'information, et qu'il y a autant de gens qui attendent aujourd'hui de l'apaisement dans la société, qui attendent de la réconciliation que de gens qui espèrent l'inverse. Il y a une étude de l'Institut Bonafide qui a été faite pour France TV qui dit qu'il y a 88% des Français aujourd'hui qui ont envie de réconciliation. C'est bien la preuve que... Mais qu'est-ce qu'on met derrière ce mot réconciliation ? J'aurais peut-être pu poser cette question au début, pardonnez-moi. On se parle, on échange, je pense on réapprend aussi à se parler. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un sujet aussi où parfois le dialogue est compliqué parce qu'on ne s'écoute pas forcément, ça vient surtout de l'écoute aussi. Et puis on a le droit d'être pas d'accord, on a le droit d'avoir des opinions qui sont contraires. En revanche, on continue à se parler et je pense que c'est par cette voie-là qu'on peut aller vers la réconciliation. On perd mon stylo. Oui, derrière le mot réconciliation, nous, ce qu'on met dans la question du dialogue dont parlait Lise, c'est que même la démocratie, elle a une tradition orale. C'est l'échange. Et si on prend la définition par l'inverse, quand on regarde la définition de la polarisation, elle n'est pas toujours négative. Par exemple, la polarisation politique, elle est plutôt saine. Pas avoir les mêmes opinions et confronter des regards ou des idéologies, c'est plutôt ça en démocratie. La démocratie ne vit que par cet affrontement à un moment aussi entre des opinions contraires, ce qui permet de les réguler et de les faire cohabiter, coexister. Mais ce qu'on a vu apparaître ces dernières années, c'est ce qu'on appelle de la polarisation affective. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le clivage est si fort qu'on ne cherche pas à se convaincre. On ne peut juste plus parler ensemble. Et on voit l'autre pas comme quelqu'un avec qui discuter, mais comme quelqu'un avec qui le dialogue est impossible. On voit l'autre comme un adversaire. Et c'est ça peut-être que cette nuance-là qu'il faut travailler dans la question de la polarisation, c'est de se dire qu'il y a des endroits où il doit y avoir de la polarisation politique, des opinions contraires, et d'autres endroits où on ne voit que de la polarisation affective et qui devient presque un moteur. Il y a des vilaines langues qui vont dire qu'à tout prix, remettre le citoyen dans la fabrique de l'information, c'est un peu démago. Comment on fait pour que ce ne soit pas démagogique ? C'est quoi la limite ? C'est quoi les outils ? Si vous en avez une idée, bien sûr. Ouais, je pense qu'on c'est un peu ce que Dorian évoquait tout à l'heure avec des initiatives comme celle de la BBC, comme celle de cette télé suédoise dont je ne prononcerai pas le nom parce qu'il est beaucoup trop compliqué, mais en fait c'est l'idée de on peut inclure aussi les gens dans les réflexions et à partir du moment où on les inclut vraiment et on écoute vraiment ce dont ils ont besoin, c'est pas de la démagogie parce qu'on leur impose pas quelque chose et on leur laisse pas penser que c'est comme ça qu'il faut penser. Donc je pense que ça c'est une première piste de solution. Et puis après, on l'a déjà évoqué, mais toutes les initiatives, plutôt en France, sur le journalisme de solution, en groupe comme EBRA, qui lance une newsletter qui maintenant est plus consultée que la newsletter sport, qui est quand même un des trucs les plus populaires, et qui s'appelle Ici on agit. Et dans Ici on agit, c'est juste, on raconte en fait ce que les gens font.
C'est pas de la démagogie, c'est juste qu'on relaie. En fait, les médias se font les vrais relais de ce qui se passe dans un territoire et dans un écosystème. Il y a des grosses chaînes qui font de grosses audiences, qui sont des chaînes d'infos en continu. Comment on fait venir le citoyen dans la production d'infos en continu? C'est pas vraiment possible. Il y a des tentatives. Il y a Non, des mais j'imagine. ouais. Non, mais voilà, mais c'est pas. J'imagine j'essaie d'imaginer ce que nous pourrions faire, par exemple, à France Info. À part donner un droit de réponse, à part envoyer des reporters sur le terrain, parce que les reporters sont sur le terrain. Enfin, on pense toujours qu'on est dans une tour. C'est vrai que la maison de la radio, c'est une tour, mais les gens en sortent quand même. Ils prennent même des avions, des bateaux, et ça pollue. Mais bon, ça permet d'aller voir ce qui se passe dans le monde. Mais à part ça... il y a ce qu'on fait en ce moment, là. Il y a ce qu'on fait en ce moment. Quand les gens posent des questions directement auxquelles on répond, ils rentrent dans la fabrique donc ça pourrait être plus d'interactivité. Oui, ils rentrent dans la fabrique de ce débat. Ils l'orientent, ils le challenge, donc il y a cette interactivité-là. Dans le téléphone sonne aussi, mais d'ailleurs, c'est un peu presque vieux comme la PQR, c'est-à-dire que même dans les journaux écrits, il y avait le courrier des lecteurs, il y avait... Et donc l'enjeu, c'est... les petites annonces. Voilà, les deux vecteurs mais l'enjeu, c'est de passer vraiment pas seulement d'être dans l'écoute, mais aussi de rentrer dans le dialogue, en fait, dans la conversation, et d'avoir cette interaction-là, où on pourrait... attention, troisième marotte, utiliser des outils de la participation citoyenne. Très régulier. Hein. Oui, je suis... Voilà, 45, on y est. Cuisson du j'avais l'omelette. répété. Qui est de mettre des outils de participation citoyenne, de démocratie participative dans la création, la production de l'info. On pourrait imaginer, je sais pas, que Radio France, chaque année, il y ait une convention citoyenne avec des citoyens tirés au sort, représentatifs de la diversité de la société, qui participent à donner les priorités des thèmes éditoriaux qui seront discutés ou des missions à mettre en avant ou autre, de manière très interactive. Et basée sur une forme un peu participative, délibérative, comme ça, de la construction des chaînes de programmes. Ça c'est une piste qu'on évoque, nous, dans la note, comme solution un peu concrète, et de pas de le faire. Et ça, c'est peut-être justement important, de ne pas le faire dans une logique marketing, c'est-à-dire de ne pas le faire en se disant on va réunir un panel d'éditeurs, un panel de téléspectateurs, c'est-à-dire pas ceux qui sont déjà en fait devant les écrans, pour savoir à quel moment ils ont adoré un programme ou à quel moment ils ont décroché. Donc pas dans une logique marketing, mais basculer dans une logique vraiment civique en fait, et démocratique, et donc de réunir la diversité de la société telle qu'elle existe, et pas seulement celle qui regarde les chaînes d'infos ou d'autres programmes. C'est d'ailleurs plus intéressant parfois d'écouter ceux qui ont déjà pris la voie de l'exode informationnel que celles et ceux qui sont devant leur télé et abonnés à des titres de presse. De tous ces constats, de toutes les préconisations que vous faites, est-ce qu'il y a des choses, des endroits qui sont très négatifs pour le débat qui nous occupe, mais qu'il faut accepter? Je pense à rien en particulier, je vous pose vraiment la question. Ouais, c'est dur comme question. Des endroits où... ou des choses négatives qu'il faudrait d'ores et déjà accepter, puis les considérer comme des facteurs qui ne bougeront plus, et qu'il faudra faire avec. On n'est pas trop résigné. Non. Je pense que... Non, je crois pas. Non, mais ça fait penser à la tribune de... Non, mais il y en a qui, par exemple, pourraient dire l'info en continu. Il y a des gens qui ne supportent pas l'idée de l'info en continu. Chacun peut se faire son avis. Ouais. Sauf qu'il s'avère que depuis que l'information existe, le citoyen, l'être humain demande d'être de plus en plus informé. Il a toujours voulu être informé. Et je ne vois pas comment on pourrait arrêter la production d'infos de plus en plus en continu et de plus en plus dense, par exemple. Là où je sais qu'il y a beaucoup de gens qui consomment de l'info en continu, mais avec quand même des réserves. Je pense qu'aujourd'hui, on a tellement de canaux différents, tellement de formats, tellement de manières de s'informer. Je pense que n'importe quelle personne qu'on interroge dans la rue ne s'informe pas de la même manière. Enfin, donc, je suis pas sûre qu'il y ait des choses négatives qu'il faut accepter. Je pense qu'il faut juste respecter l'idée que chacun a décidé de s'informer. Voilà, l'exemple de la chaîne d'info en continu, c'est intéressant. Il y a des gens qui supportent pas ça, qui peuvent pas regarder ce truc-là et qui regarderont toute leur vie le 20h parce que c'est un rendez-vous et voilà. Et il y a ceux qui adorent les chaînes d'info en continu. Bah, très bien, si ça leur permet d'avoir un niveau d'information qui est intéressant pour eux, qui leur suffit, qui leur convient. Moi, je pense pas qu'il y ait des choses sur lesquelles il faille être résigné et dire ça, de toute façon, c'est pas bien ou c'est moins bien et on s'en contente. La pluralité des canaux fait qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde peut y trouver son compte. Oui, tant qu'on arrive à faire la différence entre information et opinion. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui parlait d'une pastille
pouvoir mettre là, ici, info, ici. Ça a été porté, cette idée, enfin, pas telle quelle, mais il y a eu une tribune il n'y a pas longtemps de 11 économistes assez connus d'ailleurs, dont deux prix Nobel, qui justement portaient l'idée de dire il faut créer une marque de médias d'intérêt public. Ce n'est pas forcément des médias de service public, mais c'est des médias qui sont considérés comme ayant une source d'information assez fiable et de bonne qualité pour apporter justement cette richesse pour que chacun puisse construire après sa propre opinion et ne soit pas dans une logique idéologique ou en tout cas de fabrique de l'opinion qui servirait des intérêts politiques. Et ça, c'est intéressant parce que derrière, on pourrait y mettre toute la diversité, mettre en avant toute la diversité d'ailleurs des médias aujourd'hui, notamment des médias indépendants ou plus petits, et de mettre justement en avant toute cette diversité de canaux dont parlait Élise. Et d'une certaine manière, il y a à boire et à manger pour tout le monde. Enfin, chacun peut trouver son mode, le média à consommer qui lui convient le plus. Et d'une certaine manière, le droit de la presse règle déjà ces problèmes de véracité de l'information, de diversité. Il y a l'ARCOM, il y a de la régulation, des régulateurs, il y a du normatif. En fait, c'est parce qu'il suffit de l'appliquer, non? Ou alors c'est une affaire de modèle économique avec des petits et des gros, et des gros qui imposent un tempo aux petits, mais de l'appliquer tous les outils sont préexistants, non? Les outils sont préexistants, mais et on le voit dans un moment où le numérique et les nouvelles formes notamment en ligne, de mobilisation ou de discussion, c'est des endroits où l'innovation va très vite, où l'innovation va presque plus vite que à la fois dans le paysage médiatique, mais aussi que dans les cadres réglementaires qui existent. Et donc il y a cet enjeu à pas se dire que tout doit être réglementé ou codifié, mais qu'on doit éclairer les gens sur le type d'information qu'ils reçoivent et comment ils la traitent. On va avoir les mêmes sujets sur l'IA. On va avoir les mêmes questionnements de à quel moment est-ce qu'on doit être obligé de dire que des supports ou autres ont été créés avec de l'intelligence artificielle ou pas, à mesure que va s'effriter la différence entre le réel et ce qui est fabriqué par l'intelligence artificielle. C'est ce que tu disais tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Il y a des endroits qui reprennent tous les codes de l'information, où on a du mal à savoir ce qui relève vraiment de la fabrique d'une information fiable et de qualité, ou d'autres endroits où derrière se cache un autre message. C'est ce que disait Michael dans le chat, les consommateurs d'informations ne font aussi plus la différence entre une chaîne d'information, une chaîne d'opinion et un blog. Et les cartes sont souvent brouillées volontairement par les acteurs, alors, pas toujours. Les cartes sont souvent brouillées volontairement par les acteurs, Élise? Encore une fois, c'est une question très difficile. Hein. Oui. Moi, j'ai toutes les questions. Élise, alors que Dorian, il y a les omelettes. Dorian, il fait toutes ses marottes. Non, mais il n'y a pas vraiment de réponse. Oui, il y a certainement des acteurs qui brouillent volontairement les cartes, mais c'était déjà les cas des publics communiqués dans la presse papier. C'est pas neuf tout ça. À horizon 10 ans, vous voyez quoi? Vous êtes monsieur et madame Soleil. C'est quoi? C'est une recomposition du paysage médiatique, une nouvelle grammaire de l'information, un effondrement? Non, d'effondrement. Pour renaître, tel le phénix? Phénix, c'est pas mal. Pardon. À horizon de 10 ans, qu'est-ce qu'on voit? Je pense que le paysage médiatique va continuer à... Moi, je pense que en termes de canaux, on va continuer à avoir des nouveaux formats. Ça c'est à peu près... Enfin, on continue encore à en voir aujourd'hui. Moi, je pense plutôt... Mais pas tant que ça, en réalité. Est-ce qu'il y a tant que ça de nouveaux formats? Quand même, je vais redire ce que disait Dorian, mais qu'est-ce qu'on fait là? Ce format est nouveau parce qu'il est maintenant c'est derrière un écran, mais ça existait Oui, ça existait déjà, mais je pense que c'était le téléphone sonne finalement. Qui est une vieille émission, et le téléphone sonne s'était inspiré, je crois, d'une autre émission qui était encore plus vieille. Moi, je pense que c'est le répondeur des auditeurs, par exemple. Y a pas de, je sais pas comment on sera dans 10 ans. Par contre, ce que je pense, c'est que... je te coupe une dernière fois, on a toujours prédit la fin du journal de 20h, par exemple. Il se trouve que... tous les ans, on dit que le journal de 20h va s'effondrer, que dans les écoles de journalisme, on vous apprend plus ou moins, enfin, on vous susurre que c'est ringos, que c'est machin. Bon, en fait, le journal de 20h... est encore le truc qui fédère les gens et qui crée peut-être même un peu de lien entre les gens. Et les gens avec des matinales, et ils y sont très attachés. Pardon, je ne te coupe plus du tout pendant 2 minutes 10. Donc je sais pas comment on sera dans 10 ans. Par contre, ce que je pense, c'est qu'on peut imaginer un monde idéal du paysage médiatique dans 10 ans. Je pense qu'il y a ce qu'on a dit au début, pas chercher à continuer à être chercher à ressembler à tout prix et donc avoir cet effet miroir déformant.
allons chercher de la conversation et cherchons à rassembler les gens. Je pense qu'il y a quelque chose aussi qu'on n'a pas trop évoqué, mais on a un rapport à l'info aujourd'hui qui est un peu particulier parce qu'il est très émotionnel en fait, il est très passionnel plutôt. Donc il faut peut-être justement dépassionner ce rapport à l'info et avoir peut-être une vision un petit peu plus froide de ce qui se passe et prendre un petit peu plus de hauteur sur les informations qu'on reçoit. Et la dernière chose, et ça pour le coup c'est ce qu'on évoquait avec toutes les solutions et toutes nos anecdotes, désolé pour toutes les anecdotes mais c'est quand même intéressant, mais c'est comment Vous est-ce lirez que... le rapport, il y a quelques statistiques quand même. Des statistiques. Mais comment est-ce qu'on continue à chercher en fait... associer les citoyens, passer de ce qu'on dit, enfin cette démarche d'écoute à cette logique de conversation. On parle ensemble, on dialogue, et je pense que si on arrive à tenir ces trois choses ensemble, vrai de vrai, dans 10 ans, on sera pas mal. Mais pas forcément dans 10 ans, hein, ça peut arriver demain. Bandini a une question très méchante. Salut Bandini, merci de nous rejoindre. Et merci de poser cette question. La presse écrite est-elle supérieure aux médias de TV et vidéo ? Mais vous n'avez pas 2 heures. Et donc là, on va créer un schisme entre tous les journalistes. Moi, je voulais faire de la presse écrite quand j'étais à l'école de journalisme, par exemple. Et je trouvais que la télé et la radio, c'était vraiment naze. Vraiment. En fait, j'ai fait plutôt de la radio, puis de la presse web, puis un peu d'écrit, et puis de la radio, puis Twitch. Voilà, par hasard. Et donc, c'est un peu de la vidéo. Et ça m'a permis de rencontrer des gens qui font de la télé. Et franchement, il y a des journalistes d'extrême qualité partout. Et des documentaristes télé, vidéo, et des gens qui racontent de belles histoires aussi en presse écrite. Je ferai plus d'hiérarchie maintenant, alors que j'en ai fait beaucoup plus jeune. On nous demande notre avis. Bah oui, non, il n'y a pas de... Mais c'est vrai qu'il y a toujours comme ça, un peu dans l'imaginaire collectif, cette noblesse de la presse écrite versus d'autres. Mais justement, le rapport sur la PQR montre que il y a aussi dans la presse locale ou dans les médias locaux, nous, dans notre approche aussi de l'audiovisuel, des radios indépendantes, des télés locales, il y a aussi un attachement très fort à la télé à l'échelle locale. C'est un des premiers modes de consommation d'ailleurs dans certains endroits. Donc il n'y a pas de hiérarchie à avoir. Je pense qu'il y a peut-être des rites différents, des habitudes différentes, des temporalités aussi différentes. Tu disais prendre de la hauteur et regarder de manière un peu plus froide. Il y a, c'est un peu comme danser le tango, quoi. On peut changer de rythme en cours de... Et non, celle-là, je ne l'avais jamais faite. Elle est improvisée. Le coup du tango. Très élégant. Ah non, mais il fallait chuter là. Il fallait chuter. Tu peux pas passer ça à moi. Un suspense insoutenable. Mais non, pour ça, dire qu'il y a... on se couchera moins imbécile. On peut changer de rythme pendant le tango, pour ceux qui ne savent pas. Alors peut-être que pas du tout d'ailleurs. Alors que peut-être que ça sera Dorian Droy, excellent danseur de tango. En tango, vous ne me prenez pas. Non, ça il faut pas le dire. Chers amis, il est 17h57, passé de 10 secondes. C'est quasiment le moment de la fin. La tradition dans le talk de France Info, c'est que je vous laisse le mot de la fin ou celui de la suite et que ça peut durer longtemps si tu veux, Élise. Le mot de la fin, moi je pense qu'il faut continuer à observer un peu tout ce qui se passe dans ce paysage médiatique dans les prochaines années. Je pense que comme on l'a rappelé au début, on a quand même des grosses échéances qui arrivent, importantes d'un point de vue démocratique. Et puis donc en continuant d'observer ça, essayer de garder nos petites boussoles et de prendre un petit peu de distance pour voir comment ça évolue. Merci Élise. Dorian, le mot de la fin ou celui de la suite ? Il est assez similaire, mais peut-être terminé par une formule qu'on aime bien tous les deux, qui est d'espérer que le paysage médiatique en tant qu'infrastructure puisse devenir d'une certaine manière des artisans de la réconciliation, des ingénieurs de la réconciliation, en miroir avec cette formule devenue célèbre de Giuliano d'Ampoli sur les ingénieurs du chaos. Et les mendiants de l'amour, certainement. 17h58, passé de 15 secondes. Merci Dorian Droy, merci Élise Lalanne-Larieux. Merci pour cette passionnante mise en perspective dans le chat. Vous restez avec nous, vous restez vraiment avec nous. On fait une courte pause pour accueillir nos 2 prochains invités. On va parler Macronie, on va parler jeunes avec Macron, on va parler fraude électorale, on va parler crise interne, on va parler crépuscule. Crépuscule d'un mouvement qui, derrière une unité de façade, va-t-on raconter, des posts Instagram enthousiastes, vit sa première crise ouverte en une décennie d'existence. Une décennie, c'est 10 ans, et 10 ans, c'est long. C'est dans moins de 2 minutes. Vous ne bougez pas, on revient dans un instant. À tout de suite.
18h05, 1 seconde dans le talk de France Info en direct sur Twitch et TikTok depuis le studio Clémentine Vergniaud, Localo, 116 avenue du Président Kennedy à Paris, à la Maison de la Radio et de la Musique. Merci d'avoir patienté, bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Vous êtes plein ce soir, c'est chouette de vous lire, c'est chouette de vous retrouver aussi pour certains. Salut Christelle notamment. Nous quittons la sphère médiatique, les défiances, les défis et les raisons de croire à la réconciliation entre les médias et les citoyens pour une démocratie ravigorée, et on file avec une lampe frontale dans la pénombre de ceux qui se trament chez les Jeunes en Marche. Les Jeunes en Marche, ce sont les ex-jeunes avec Macron, le mouvement qui a porté la candidature d'Emmanuel Macron, désormais président de la République. Un mouvement secoué par des crises internes et un vent de contestation depuis l'élection contestée l'été dernier de son nouveau président. Ce sont des révélations de la cellule d'investigation de Radio France, une enquête menée par l'excellent Stéphane Père. Et justement, salut Stéphane, bonsoir. Salut à toi, bonsoir. Stéphane Père, grand reporter à la cellule d'investigation de Radio France, à tes côtés, l'excellente Aurélie Herbemont. Salut Aurélie. Salut. T'es journaliste de talent, chef adjointe du service politique de France Info. Bonsoir, bienvenue à tous les deux. Alors, un peu de contexte, je vais essayer de faire relativement vite. Pour savoir de quoi on parle. L'été dernier, l'élection du nouveau président des Jeunes en Marche, les JEM, a été remportée par Louis Roquebert, dont plein de gens n'avaient pas vraiment entendu parler, avec 63% des voix face à Nolwenn Pelven. Mais des soupçons de manipulation du scrutin émergent rapidement. Sur près de 27 000 adhérents revendiqués, seuls 2637 ont voté. L'écart de voix, la chronologie des votes suscite des doutes sur l'intégrité du vote. La commission électorale limite la consultation de la liste d'émargement. La candidate perdante, Nolwenn Pelven, refuse d'y accéder dans ces conditions. La liste, finalement, a été détruite. Une élection qui révèle des tensions internes au sein des Jeunes en Marche avec des cadres historiques et des nouveaux leaders. Stéphane, ça part d'où ton enquête et qu'est-ce que tu as découvert ? Alors c'est très bien résumé, déjà. Je dois dire que cette enquête, elle est un peu inopinée. On va dire que pour nous, c'est un peu une enquête flash. C'est-à-dire que, en gros... D'habitude, vous travaillez sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Oui, ça dépend. Là, c'est, pour tout avouer... Pas beaucoup de jours, en fait, 2 semaines environ, pas que ça, mais voilà. En gros, l'alerte, elle vient par notre plateforme d'alerte. On a une plateforme qui est cryptée, qui nous permet d'obtenir de la part de n'importe qui des témoignages totalement anonymes et des gens avec qui on commence à évoquer en fait le sujet, à essayer d'échafauder si c'est traitable pour nous, si c'est une histoire à raconter sur l'antenne de France Info ou ailleurs sur Radio France. Et donc, on est alerté en fait d'une polémique qui est passée un peu sous les radars des services politiques et qui surgit maintenant, parce qu'on sent qu'elle avait pas vocation à être médiatisée, c'est que au moment du congrès de Renaissance à Arras, en septembre, tous les Jeunes en Marche sont en ébullition parce que l'élection du président a été discutée, contestée, et a provoqué beaucoup de remous, avec un soupçon, c'est ce qu'on évoque, un soupçon de fraude, ou tout au moins de gonflage, on va dire, un peu des urnes électroniques, parce qu'il faut savoir que les Jeunes en Marche, en fait, ils sont comme pas mal de mouvements, c'est un mouvement associatif, hein, il faut le dire, pour... leur vie démocratique, ça se passe sur Internet. C'est pas un parti politique. Voilà, c'est pas un parti politique, c'est une association politique affiliés à Renaissance, et donc pour renouveler leurs instances et notamment leur président, ils font ça sur plusieurs jours et ils votent sur Internet. Voilà. Le fond de ce sujet-là, c'est savoir effectivement s'il y a une manipulation. Il y a des soupçons. Il y a eu un vrai débat au sein des GEM qui n'a pas été médiatisé. Et puis il y a une vraie question aussi sur la représentativité, je dirais, des adhérents, des sympathisants de cette association. Ils revendiquent plus de 30 000 adhérents. Il suffit d'une adresse mail pour se... Mais en fait, il suffit d'une adresse mail pour être adhérent. Et il y a des soupçons, en fait, le fond du truc, c'est ça, c'est qu'il y a des soupçons, en fait, qui est derrière des adhérents, en fait, des militants qui essayent de manipuler un peu le vote. Voilà, c'est un peu ça le fond du truc. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais nous, si ça a accroché notre intérêt aussi, c'est que ça raconte aussi des querelles un peu de chapelle, de courant au sein des GEM, et surtout, ça raconte aussi une petite unité, association politique, qui on sait a joué un rôle quand même dans l'accession d'Emmanuel Macron. Un grand rôle. Tout à fait, dans les débuts, mais aussi ça raconte aussi comment une association se positionne aussi dans cette grande recomposition du jeu politique aujourd'hui. Les GEM, ils sont confrontés aussi, mais comme les jeunes socialistes, comme les jeunes pop, enfin les jeunes LR, à une recomposition du paysage politique. Et donc, ça se frite, ça se fight, ça se bagarre. Et ça peut aussi tirer sur la vie démocratique interne.
Aurélie, je te vois acquiescer largement. C'est quelque chose qui ne te semble pas nouveau, ça? C'est vrai que ça n'est pas fondamentalement nouveau. Tous les partis politiques, et donc là en l'occurrence les mouvements de jeunesse, peuvent être traversés par des scrutins internes où il y a des soupçons de fraude. Je ne vais pas vous refaire ici l'histoire du congrès de Reims en 2008 au Parti Socialiste entre Ségolène Royal et Martine Aubry, où il y a eu des accusations de triche mutuelle. Il y en a eu aussi sur les derniers congrès au Parti Socialiste, pas le tout dernier, mais l'avant-dernier, le congrès de Marseille. Et puis à droite aussi, il y a eu la fameuse guerre Copé-Fillon en 2012, où il y avait des accusations aussi de triche mutuelle. Là où c'est intéressant, c'est que les macronistes sont arrivés en politique en disant nous on va faire de la politique autrement, on fait pas des partis, on fait des mouvements, et puis on voit que peut-être les tentations de bourrage d'urnes et d'essayer de conserver le pouvoir d'une manière ou d'une autre. Mais j'ai envie de vous dire que c'est vieux comme la politique, c'est pas nouveau, c'est pas les premiers, c'est pas les derniers. Et c'est pas propre au mouvement de jeunes, donc? Non, non, les adultes, les mouvements adultes aussi peuvent être très très sévères dans les guerres internes, avec parfois des stratagèmes pour remporter les élections à tout prix. Stéphane, du point de vue de la méthode, comment tu as procédé? Comment a procédé l'enquêteur Stéphane Père? On vérifie déjà effectivement la nature des faits, c'est-à-dire qu'on nous amène des éléments matériels qu'on vérifie, on rencontre pas mal de gens, off, in aussi, c'est-à-dire les dirigeants, je dirais, des GEM, on dit d'ailleurs, hein, les GEM. On dit les GEM, oui. Les GEM, ouais. Jeunes en marche, hein, la marque a un peu cramé, on va dire, Jeunes avec Macron, ça a changé. Et ils ont voulu, lors d'une rencontre là, cet été, en juillet dernier, donner un nouvel élan et donc appeler les Jeunes en marche, les GEM. Voilà. Donc sur la méthodologie, c'est vérifier en fait si c'est pas que du règlement de compte, si ça raconte aussi quelque chose de plus profond. Et là, les indications que j'ai, moi, à travers les remontées aussi depuis la publication de cette enquête, c'est que le divorce, il est assez profond. Il y a un gros schisme, en fait, qui traduit aussi des courants qu'on retrouve aujourd'hui chez les Renaissances et que vous analysez, vous, au service politique, chez les grands frères. C'est-à-dire qu'il y a... Il y a des atalistes, il y a des macronistes, il y a des gens qui sont plus sur une vision plus historique, dans la dynamique, je dirais, 2016-2017 des jeunes avec Macron des débuts, et puis d'autres qui sont dans une logique plus de communication, d'organisation, de comment on rabat en fait au maximum d'adhérents, comment on motive et on électrise un peu les gens aussi sur les réseaux sociaux. C'est autre chose, c'est une logique de communication, et puis il y a une logique d'idées, il y a des camps qui s'affrontent aujourd'hui et qui recoupent d'une certaine façon les débats qu'on peut voir chez Renaissance. Oui. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut expliquer pourquoi les JAM ont changé de nom, puisque donc c'était les JAM, les Jeunes avec Macron, donc créés en 2015, avant même qu'Emmanuel Macron se lance officiellement dans la course à l'Élysée. C'est quand il est ministre de l'économie à l'époque, c'est même créé avant le Parti Renaissance. Et donc là, forcément, en juillet... Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter à un troisième mandat puisque c'est limité par la Constitution à 2 mandats consécutifs. Donc les JAM, qui étaient le mouvement de jeunes avec Macron, étaient un peu obligés de toute façon de changer. Et donc maintenant ce sont les GEM, les Jeunes en marche. Donc ils ont gardé quand même, c'est intéressant, les initiales, puisque En Marche c'était donc avec les initiales EM d'Emmanuel Macron. Donc ça reste encore là. Mais théoriquement c'est aujourd'hui un mouvement de jeunes qui devrait être au service du nouveau patron du parti, qui est en l'occurrence Gabriel Attal. Et on ne peut pas dire que les relations entre Gabriel Attal et Emmanuel Macron soient au beau fixe depuis qu'il y a eu la dissolution et que Gabriel Attal a dû quitter Matignon. Donc les jeunes peuvent aussi être traversés par les attalistes et les macronistes qui peuvent aussi se manifester chez les jeunes, comme on peut le voir chez leurs aînés. Stéphane, tu as rencontré des tas de gens, je crois. Tu as rencontré des résistances, des défiances, des difficultés particulières? Pas vraiment. Moi, ma spécialité, c'est pas la politique. Ça a des inconvénients. Ça a des inconvénients, mais ça a aussi des avantages en fait, hein, de justement de pas être dans la chronique politique au quotidien. Donc, les langues se délient assez facilement aussi dans ce sens-là. Et les difficultés, non, parce que je pense que quand il y a une scission comme ça, qu'il y a et c'est un peu notre fond de commerce, j'ai envie de dire, un sentiment d'injustice. Un désir de réparation, et ben là, effectivement, on parle. Donc, de ce côté-là, pas trop de difficultés. En revanche, de la part des dirigeants des GEM aujourd'hui, donc du nouveau président, Louis Roquebert, et puis d'Ambroise Méjean, qui est un jeune qui a joué un rôle... L'ancien président.
qui est l'ancien président des GEM et qui a joué un rôle très dynamique, en fait, je dirais, dans toute cette deuxième époque, je dirais, des jeunes avec Macron. Là, il y a eu une sorte un peu j'ai ressenti ça en tout cas, un peu de déni du divorce. D'ailleurs, ils nous ont envoyé, il n'y a pas longtemps, là, une demande de droit de réponse où ils affichent l'unité du mouvement, ils estiment qu'il n'y a pas de divorce dans leur parti et que cette histoire qui n'a pas été au bout, finalement, puisqu'il n'y a pas eu le président a été élu, finalement, a été reconnu parce que le recours n'a pas été formé jusqu'au bout. Ça traduit pas finalement un vrai divorce. C'est pas du tout les informations qu'on a. On a plutôt l'information que ce mouvement de jeunes, ce copycat un peu du mouvement Renaissance chez les jeunes, vit un mouvement un peu difficile et risque de vivre dans les prochains jours. Il y a un séminaire là qui approche avec tous les référents, les cadres qui montent à Paris, risque de vivre aussi là encore un divorce un peu plus à ciel ouvert. Donc finalement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, l'éthique qui était affichée aussi par En Marche, on fait de la politique autrement, etc. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit, c'est la vie politique, qu'un mouvement comme les Jeunes En Marche, ils vivent d'une certaine façon une crise de croissance comme ont pu le connaître les jeunes socialistes, comme les jeunes pop, où à des moments, il y a des chapelles, il y a des générations, il y a des gens qui ont envie il y a des égos et tout ça, ça crée du ressentiment et puis des divisions. Donc l'unité, elle n'existe pas tout à fait finalement, même dans un mouvement de jeunesse. Nolwenn Belven, Louis Roquebert, Ambroise Méjean, c'est qui ces trois personnes qui occupent ton enquête ? Qui sont-ils ? Alors, Louis Roquebert, c'est un jeune qui vient de Cholet, qui a 23 ans, qui est un jeune qui a milité assez tôt, je dirais, aux côtés des équipes des Jeunes En Marche, côté lycéen, je crois, mais puis étudiant. Aujourd'hui, il est salarié de Sciences Po, où il fait de la com, mais il a été aussi conseiller au Quai d'Orsay à 2 reprises. Donc il a une certaine expérience quand même de la politique. Il a plutôt un profil de communicant. Nolwenn Belven, c'est une jeune militante qui vient, on va dire, des Français de l'étranger. Elle a une expérience plutôt à l'international. C'est un profil qu'on trouve souvent chez les jeunes macronistes. Donc, quelqu'un de très English fluent, qui connaît un peu aussi le monde à l'international, on va dire. Et qui, elle, est plutôt de la tendance des historiques macronistes, avec plutôt, si on va dans le détail, plutôt Paul Ricoeur et toute cette historicité, je dirais déjà, des jeunes macronistes, donc plutôt les premiers. Et puis Ambroise Méjean, c'est lui que tu me citais, on vient de dire, c'est l'ancien président, il a marqué un peu le mouvement. C'est lui qui, par exemple, était main dans la main avec Emmanuel Macron au Cirque d'hiver il y a pas longtemps, en juillet, où ils faisaient ils fêtaient les 10 ans en fait du mouvement, et où Emmanuel Macron est venu en invité surprise de cette réunion. Réunion très intéressante en juillet, puisqu'effectivement donc les JAM deviennent les GEM, donc les Jeunes En Marche. Gabriel Attal, évidemment, vient au Cirque d'hiver pour essayer de séduire ces jeunes militants qu'il espère être une force militante pour lui pour la présidentielle de 2027. Gabriel Attal est très applaudi, et puis d'un seul coup, il y a la surprise du chef, Emmanuel Macron, qui débarque en personne. Donc celui pour qui cette association a été créée, celui pour qui ces jeunes se sont engagés il y a déjà plusieurs années. Et Emmanuel Macron leur explique en gros qu'il ne faut pas l'oublier et qu'il aura sans doute besoin d'eux aussi, pourquoi pas à l'avenir et pourquoi pas en 2032. Ça avait un petit peu douché Gabriel Attal de voir arriver Emmanuel Macron et quasiment annoncer qu'il pourrait être à nouveau candidat à la présidentielle en 2032. Genre, c'est un petit peu mes militants. Gabriel, tu seras gentil de ne pas trop empiéter sur mes militants. À la base, ce sont les miens quand même. Donc c'était une guéguerre sur scène assez savoureuse à regarder pour les observateurs politiques. Les municipales arrivent à grands pas. Le mouvement est dans quel état ? Alors, le mouvement des jeunes ou le mouvement global ? Le mouvement des jeunes. Le mouvement des jeunes, je vous dis, là, c'est un petit peu... je ne sais pas si c'est le chaos, mais c'est un gros... Un gros divorce, en fait. Ton enquête crée de l'inconfort, visiblement, parce qu'avant le talk, je sais qu'il y a eu 2-3 appels de cadres qui pouvaient proposer des éléments de langage, ce genre de choses, pour
rassurait, il n'y avait pas de crise. Ah oui, il n'y a pas de crise, mais c'est le propre d'un parti de dire qu'il n'y a pas de crise quand il y en a une. Évidemment. Tout va bien, si vous avez besoin d'explications. Ouais, voilà. Non, je pense que factuellement, il y a effectivement toute une partie des cadres de ce mouvement. Ils en comptent 250, je crois, des cadres référents chez les GEM, qui ne suivent pas, en fait, et ont senti qu'il y avait un déni de démocratie dans cette élection. C'est pas rien. Ça signifie quelque chose. Il y a véritablement quelque chose qui cloche, je dirais, dans la vie interne de ce petit mouvement. Alors, je reviens sur la question de la représentativité de ce mouvement, parce que c'est important quand même. On parle d'un mouvement qui revendique à la base 30 000 adhérents. Et puis en fait, quand on fait le tri, on voit ceux qui votent. C'est quoi? C'est 2600 adhérents qui votent pour les instances, sachant que sur ces 2600, le soupçon, c'est qu'en fait, il serait encore un peu moins. Et c'est quelque chose qu'on a vu d'une manière un peu épisodique dans tous ces mouvements-là. Il faut montrer en fait qu'on a de la surface politique, qu'on a de la surface militante, qu'on existe et qu'on est en capacité aussi de mobiliser large. Mais en réalité, si on va dans le détail, c'est pas sûr, ça semble pas être le cas, et ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu aussi dans d'autres mouvements. Pourquoi? Parce que c'est des mouvements aussi qui cherchent à exister auprès des grands frères, auprès des partis qui sont au-dessus, pour dire, voyez, on peut être une base militante, on peut vous donner une dynamique, et ça a été le cas pour Emmanuel Macron. Effectivement, les JAM, ancienne formule, ont amené quelque chose de neuf, ont amené du sang en fait neuf, ont essayé de mobiliser aussi, mais à la base ça partait d'un mouvement qui, un peu comme la fable de Molière, voulait paraître comme un bœuf, mais qui finalement était beaucoup plus petit. Justement, à la base de ce mouvement, dans l'ancien temps des GEM et des JAM, il y a la bande de Poitiers. La fameuse bande de Poitiers. La fameuse bande de Poitiers, c'était donc un groupe d'étudiants qui, comme le nom l'indique, faisaient leurs études à Poitiers. Une bande de copains qui se sont retrouvés sur les bancs de la fac à Poitiers, qui venaient plutôt du Parti socialiste, qui étaient déjà donc engagés politiquement et qui admirent Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, et qui commencent donc à monter les jeunes en marche. Alors, il y a dans cette fameuse bande de Poitiers Stéphane Séjourné, qui est aujourd'hui commissaire européen, parmi les bras droits de la présidente de la Commission européenne, qui a été conseiller à l'Élysée, qui a été ministre des Affaires étrangères, qui est vraiment resté un très proche d'Emmanuel Macron. Et puis dans cette bande de Poitiers, c'est un peu éparpillé façon puzzle, puisqu'il y avait aussi aux prémices donc des JAM Sacha Houlié, donc qui est député à côté de Poitiers, et qui va sans doute se présenter au municipal à Poitiers d'ailleurs, qui lui donc a été président de la commission des lois, donc c'était une commission vraiment très importante à l'Assemblée pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Depuis, rupture avec la Macronie, puisqu'il trouve que ça a trop dérivé à droite, puisqu'il vient du Parti socialiste, et donc aujourd'hui il est avec Raphaël Glucksmann, et il siège avec le groupe socialiste. Et puis dans la série La bande de Poitiers, c'est vraiment très éparpillé. Il y avait aussi Aurélien Taché, qui est donc lui député du Val d'Oise, qui était macroniste de la première heure et qui aujourd'hui siège avec le groupe Insoumis à l'Assemblée nationale. Donc vous voyez que c'est un petit peu divergé pour les trois chemins de la bande de Poitiers, mais c'est vraiment eux qui étaient au tout début de l'aventure des JAM, comme on les appelait à l'époque. Nous, on avait traité en fait cette question-là. C'est Sylvain Tronchet à l'époque qui avait fait une enquête pour la cellule d'investigation, justement. C'est pas du tout de l'acharnement, mais de fait, les Macron Leaks, de hold-up politique. Ouais, les Macron Leaks en fait nous avaient donné une base importante pour se documenter aussi sur la vie des partis politiques. Alors rappelle peut-être ce que sont les Macron Leaks pour ceux qui sont les Macron Leaks en fait c'est tout à coup vers Noël ou vers le Nouvel An, au tournant 2018-2019, un gros leak en fait de mails et qui concernait tout l'entourage aussi d'Emmanuel Macron. Il y avait des mails notamment de la vie interne de Renaissance, des mails qui concernaient en fait la Macronie, on va dire au sens large, et qui étaient des mails publics. Enfin, c'est-à-dire qu'on pouvait accéder à ça. Alors effectivement, ça a été une source pour les journalistes pour chercher aussi des choses, des pépites. Dans ces pépites-là, Sylvain effectivement a sorti cette première vie et cette origine des JAM qui n'était pas tout à fait spontanée, avec la bande de Poitiers, avec des gens qui effectivement sont devenus députés pour certains, sont devenus chefs de cabinet à l'Élysée pour d'autres, et c'est effectivement une sorte de
de choses un petit peu artificielles finalement au départ, qui devaient servir aussi les intérêts d'Emmanuel Macron, avec des gens comme Stéphane Séjourné qui effectivement étaient complètement dans la machine, je dirais, de la création des JAM. On évoque une organisation verrouillée, des comités stratégiques, vigie des fondateurs. Est-ce qu'il y a une vraie démocratie interne au sein des GEM? Alors moi, ce que je l'avais lu au sein des JAM déjà. Ils ont des instances, il y a une association avec un bureau national, un conseil national, des instances, même des instances de contrôle, ce qu'ils appellent le CCC, c'est un conseil une commission qui est censée justement faire la police un petit peu, dont Ambroise Méjean est aujourd'hui le président. Donc bon, il y a des instances qui fonctionnent, mais vous comprenez bien que l'information qu'on sort, elle concerne justement cette vie démocratique qui, semble-t-il, n'est pas aussi démocratique qu'elle est dans les statuts, je dirais, des GEM. Donc ça, c'est questionné, mais c'est pas à nous de le dire. Aurélie. Beaucoup de partis ont des fonctionnements un peu verrouillés. Il y a des instances, bien sûr, mais il y a toujours généralement quand même une petite partie qui dirige et puis les autres suivent plus ou moins. Et c'est vrai que quand vous n'êtes pas dans la ligne de ceux qui sont aux manettes, vous pouvez être un peu écarté. Mais j'ai envie de dire encore une fois, comme pour tout à l'heure, c'est un peu le lot de quasiment tous les partis politiques. Mais d'ailleurs aussi sur la question du nombre de militants. Ça, c'est une espèce de tabou ultime et pour tous les partis politiques. Ils disent qu'ils sont 30 000. Résultat, vous vous rendez compte qu'il y a 2600 personnes qui votent. On peut douter du fait qu'ils soient vraiment 30 000 actifs. C'est le cas aussi pour le parti frère, le grand frère Renaissance. Mais c'est le cas dans tous les partis. C'est vraiment, mais l'Arlésienne, essayer de savoir combien il y a vraiment de militants dans un parti, c'est toujours extrêmement compliqué. D'ailleurs, la question de l'adhésion, ça a été discuté au sein des GEM, c'est ce que j'ai compris. C'est-à-dire qu'il y a certains militants, cadres, qui ont dit bon, bah là, c'est pas représentatif. Il y a un moment, il faut quand même qu'on fasse le ménage, même si ça fait un petit peu mal, de se dire qu'on n'est pas 30 000, mais au moins qu'à un moment donné, on fasse par exemple un processus d'adhésion un peu classique, tu vois, avec une carte d'identité, un passeport ou une adresse, mais quelque chose de solide qui permette d'authentifier en fait. Ça a été rejeté apparemment lors justement des débats, ça n'a pas été voulu. Bon, c'est peut-être dommage parce qu'il n'y aurait pas tous ces débats aujourd'hui dans la vie démocratique des JAM. Parce que c'est vrai qu'au tout début, alors là je vais plutôt parler du parti grand frère, donc de Renaissance, c'est le premier parti politique, alors ça a changé depuis, mais les règles au tout début, c'était vous n'avez pas besoin de payer d'adhésion, vous avez juste à envoyer un mail et vous êtes membre. Voilà. Donc c'était très ouvert pour qu'un maximum de gens se retrouvent dans les fichiers, parce que c'est quand même ça le nerf de la guerre, que ce soit pour un parti de jeunes ou pour un parti traditionnel politique, c'est d'avoir une base de données avec des gens potentiellement à mobiliser. Voilà, c'était au début, on donne juste son adresse mail et ça suffit. Il n'y a pas de vérification derrière, pas besoin de payer, ce qui était un peu aussi la facilité pour adhérer. Vous pouviez avoir effectivement plein de gens qui disaient « je suis intéressé » et se retrouvaient comptabilisés comme adhérents, même s'ils n'avaient pas forcément ensuite participé à des réunions publiques ou, très important, fait des collages, des tractages, parce que le rôle des JAM et maintenant des GEM, c'est aussi quand même une force militante qui permet, dans les futures campagnes, d'être sur le terrain. D'ailleurs, les JAM, on verra avec ce nouveau président, les GEM, on verra comment ça se passe avec ce nouveau président, mais les JAM, sous Ambroise Méjean, étaient très actifs avec beaucoup de campagnes d'affichage, dont certaines étaient un petit peu choc ou en tout cas visaient à faire réagir. Je trouve justement qu'Ambroise Méjean interpelle Stéphane Père. Et c'est probablement Ambroise Méjean, Stéphane Père. Vous savez que c'est faux, Stéphane Père. On a justement mis en place une différence entre les sympathisants et les adhérents pour permettre à la nouvelle équipe de faire cette différence. Ambroise Méjean complète. On a toujours assumé que les adhérents, en un clic, n'étaient pas tous des militants. Je l'ai dit à chaque fois que la question m'a été posée. Bon. On fera un droit de réponse de Stéphane Père, un droit de réponse d'Ambroise Méjean. Il y a une distinction qui est faite peut-être avec les sympathisants depuis peu, si je comprends bien, Ambroise. On peut en rediscuter hors micro, mais la réalité. Pas forcément le lieu de se répondre. La réalité, c'est que c'est une problématique, comme l'a très bien dit Aurélie, qui est pour toutes les associations, presque toutes les partis politiques, à un moment donné, ont questionné la réalité de leurs adhérents. Et puis c'est aussi et puis il s'agit aussi de draguer, je dirais, la sphère médiatique aussi, avec un gros parti. On fait une conférence de presse, on revendique autant de membres. Bon, ça fait venir aussi des médias, on parle d'eux. Je sais pas, c'est tout ça et un petit peu un jeu de dupes. Ce qui compte, effectivement, c'est les jeunes qui traquent dans la rue, c'est la réalité du mouvement. Et moi, ce que je comprends, en tout cas aujourd'hui, c'est que une association comme les GEM, tout comme Renaissance, connaît aujourd'hui de très fortes difficultés aujourd'hui à mobiliser et à faire adhérer au mouvement.
Le parti vit un moment clé en fait de son histoire, avec un mouvement qui sera forcément sans Macron et non plus avec Macron. Donc forcément, mobilisé avec la formidable cote d'impopularité du chef de l'État qui incarnait longtemps ce mouvement, plus le désintérêt, le désengagement des jeunes aujourd'hui vis-à-vis de la politique, ça fait deux grands handicaps forts, deux grosses rames en fait, pour un mouvement de jeunesse aujourd'hui qui cherche son identité. Et moi, ce qui nous a intéressé, nous, en traitant ce sujet, derrière l'anecdote, enfin, c'est important, hein, ça engage aussi ces jeunes militants et ils veulent défendre la réputation de leur association et je comprends. Mais ce qui nous intéresse là-dedans, c'est aussi la façon dont un mouvement comme ça se positionne avant des échéances. Tu parlais des municipales, il y a la présidentielle. Sans Macron, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se... C'est ça qui est intéressant au fond, et c'est ça qui, je pense, devrait obséder aujourd'hui ces jeunes, plutôt que, effectivement, se déchirer entre eux. Il y a deux viewers, Zeraluca59 et Jules470, qui posent la même question. Pourquoi hors micro, Stéphane Père? Moi, je me permets de répondre à ta place, mais tu pourras compléter. Parce que la parole de Stéphane Père engage celle de Radio France, et que la parole d'Ambroise Méjean engage celle de son mouvement, et qu'il y a donc tout lieu de prendre le temps de se répondre. Peut-être pas à chaud, mais plutôt à tiède ou à froid. Ma réponse te convient. C'est-à-dire qu'Ambroise n'est pas dans le voilà, dans et puis bon, Ambroise Méjean, c'est ton pseudo, mais je ne suis pas certain que ce soit toi, même si je pense que c'est quand même toi. Voilà, donc passez-vous un coup de fil, et puis on fera un droit de réponse à Ambroise Méjean. Non, mais bien sûr. On a toujours un intérêt journalistiquement à poursuivre le débat. D'ailleurs, il s'est poursuivi après la publication de cette petite enquête. Je vous disais qu'il y a effectivement des éléments aussi qui nous ont été apportés, des précisions qui voulaient être apportées. On a discuté, et puis nous, on défend aussi certaines choses qui nous semblent être de l'ordre du factuel, et puis d'éléments qui témoignent aussi de notre bonne foi et de notre sincérité dans cette enquête. Mais ensuite, ce que je crois, c'est que la politique, c'est aussi, et c'est pas Aurélie qui va me contredire, c'est une guerre frontale, en fait, la politique. Et parfois, c'est une guerre diagonale, c'est violent dans tous les cas. Et ces jeunes, ils l'éprouvent là aussi, que même en étant jeune, en ayant une solidarité sur les bancs de la fac ou au lycée, en tractant, etc., derrière, il y a aussi ça frite, quoi. Et il y a du conflit, et c'est formateur, je pense, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et les mouvements ont beau parler d'éthique et d'unité, en fait, ça n'existe pas tout à fait. Il y a toujours conflit, il y a débat d'idées, et c'est certainement heureux. Aurélie, tu souscris? La politique, c'est le débat, et c'est vrai que ça peut provoquer aussi des confrontations au sein même d'un parti politique. C'est un peu la vie de tous les partis politiques. Tous les partis politiques sont soumis. Il peut y avoir un moment où tout le monde est en phase derrière un chef, un leader charismatique. Et puis, quand il y a des moments de succession, c'est toujours là, on va voir des frottements, des tiraillements, qui va remporter le morceau, et donc qui va garder la maison et les clés, finalement. Comment les GEM sont perçus par les instances de Renaissance? Peut-être que tu n'as pas la réponse, mais je crois que si. Généralement, les JAM, et donc les GEM maintenant, chez les macronistes, ils les adorent en général. Parce que ils sont motivés, c'est des jeunes qui vont être là pour aller tracter sous la pluie, etc. Ils font plein d'opérations de communication, des tractages. Donc c'est vrai qu'ils sont, généralement, quand vous en parlez avec des ministres, par exemple macronistes, ils adorent aller chez les JAM. C'est vraiment... parce que voilà, c'est des militants qui sont dévoués, qui sont engagés, qui vont pas compter leurs heures pour aller tracter sous la pluie. Enfin, c'est pas facile, la vie de militant. Hein. En plus, vous pouvez tomber quand vous tractez dans la rue, sur des gens qui sont parfois d'accord avec vous, mais parfois sur des gens très hostiles. Ça peut être très ingrat, le job de militant. Donc les ministres, généralement, adorent. Mais c'est vrai que les JAM, parfois, ils ont aussi leurs propres idées. Ils sont à la fois très loyaux, mais ils peuvent aussi ne pas toujours être totalement en phase. Par exemple, Ambroise Méjean, sous sa présidence, lui, il militait pour une légalisation encadrée du cannabis. Ça, le gouvernement avait beau adorer les JAM, c'était déjà il y a plusieurs années, donc on commençait vraiment à être sous le feu de ces problèmes de narcotrafic. Le gouvernement, ça, n'a jamais acheté. De temps en temps, ils peuvent trouver des bonnes idées du côté de la branche jeune, bien sûr, parce que comme ils sont plus jeunes, ils sont plus en phase avec les préoccupations de leur génération.
génération. Donc ça, c'est important aussi pour des partis politiques qui ont beaucoup de mal à parler aux jeunes. On sait que les jeunes votent moins que d'autres catégories d'âge de la population. Donc c'est aussi un moyen de séduire de nouveaux publics. Mais parfois, ils n'achètent pas toutes leurs idées. Voilà, la légalisation du cannabis, ça, vous en parliez avec Gérald Darmanin, par exemple, qui avait beau adorer les JAM parce que ce sont des vrais militants et que celui qui est ministre de la Justice, mais qui avant était ministre de l'Intérieur, a beau avoir une vraie admiration pour les militants, puisque lui-même est un vrai militant qui a été beaucoup sur le terrain. Ça, par contre, là, ça passe pas. Quand ils ont des propositions trop iconoclastes par rapport à la ligne des adultes, entre guillemets, là, ça passe pas. Mais c'est vrai qu'ils, généralement, ils adorent aller chez les JAM parce qu'ils savent qu'ils seront toujours là pour aller faire les campagnes. En plus, les JAM, ils font toujours des très très grosses campagnes d'affichage. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu, c'était avant la présidentielle de 2022, ils avaient placardé dans les villes des affiches « Merci Macron » avec des récaps du bilan du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Et parfois, ils sont même plus efficaces, plus investis que les militants du parti aîné, entre guillemets. C'est vraiment une force de frappe. En termes de communication, ils sont très bons. Il y a des nerds, en fait, qui connaissent bien la com, qui utilisent très très bien les réseaux sociaux. Louis Roquebert en fait partie. Et je pense qu'il y a une... Il y a une pépinière un peu d'idées aussi dans la communication, dans la mobilisation, ce qui est un vrai levier, un vrai enjeu aussi pour les partis aujourd'hui, qui sont un peu plus âgés. Désormais, les cadres âgés cherchent aussi des idées pour trouver les moyens de mobiliser, de toucher en fait l'électorat. C'est pas toujours évident pour les partis de trouver les bonnes idées. Chez les jeunes, ils en trouvent. Ils avaient fait notamment aussi, je ne me souviens plus de l'année, mais une campagne d'affichage encore, parce que vraiment, et donc qui était déclinée aussi sur les réseaux sociaux, c'était sous forme un peu d'une playlist, et donc c'était pour s'adresser aux jeunes et pour vanter avec des titres de chansons ou autres toutes les mesures qui avaient été mises en place par Emmanuel Macron et qui pouvaient plaire aux plus jeunes, et notamment, ils avaient, on se souvient, Banana Split, pour vanter la gratuité des préservatifs pour les moins de 26 ans mis en place par Emmanuel Macron. Ils avaient aussi utilisé à bicyclette parce qu'il y avait eu des primes pour l'achat de vélos électriques. Donc ils essayent de tirer des fils. Les gens ajoutent, on a obtenu quelques belles victoires, et notamment les repas Crous à 1 €. Voilà, les repas Crous à 1 €, effectivement, ça le gouvernement avait acheté, mais pas le cannabis, Ambroise. Oui, et puis il y a des, je crois qu'il y a des. Et on fume de la bonne weed chez les GEM, disait tout à l'heure Christelle, je crois. Pardon. Ah bah, non, ça va pas faire plaisir au gouvernement en ce moment. Je rappelle qu'Emmanuel Macron a dit que les petits bourgeois des centres-villes étaient aussi responsables et c'est par ailleurs interdit par la loi. Voilà. Non, mais je pense qu'aussi ils ont été témoins, ces GEM, de l'évolution aussi du pouvoir, de ses difficultés, des points de tension en fait qui existaient aussi dans la Macronie, je dirais, dans la politique. Moi, j'ai entendu aussi que la loi immigration a été assez débattue, qu'il y a eu pas mal de débats en interne, parce que la sociologie aussi de cette association, elle serait certainement intéressante à faire, parce que qui sont-ils Est-ce que c'est un mouvement très populaire, ancré dans la classe ouvrière? Je le crois pas. Je pense que c'est un mouvement c'est pas la perception qu'on en a. En tout cas. Non, mais je pense qu'il y a j'ai pas une réflexion globale. Hein. Un mouvement est fait de tout, mais quand même, il y a des profils aussi qui intéressent, je pense, aussi ce genre de mouvement, parce qu'ils sont appelés aussi à avoir des responsabilités à Renaissance. Par exemple, Ambroise, je sais pas s'il est à notre écoute, mais en tout cas, je suis sûr qu'Ambroise est à l'écoute. Il est, je crois, secrétaire général délégué de Renaissance. Il y a d'autres personnes qui ont encadré les JAM, pas la première génération, mais une deuxième génération, qui aujourd'hui ont des responsabilités aussi chez Renaissance, qui sont pour certains conseillers politiques d'un tel, des assistants parlementaires, certains qui se présentent à des élections, autrement qui ont l'ambition d'eux. Donc tout ça, c'est effectivement très formateur pour eux. Certains utilisent le véhicule de l'association pour se former et pour accéder aussi à des responsabilités politiques. D'autres le font par pur militantisme et avec des idées. Certains vont peut-être quitter en fait ce mouvement parce qu'il y a aussi il s'éprouve aussi à une forme de politique, et puis ça, voilà, on apprend en fait. Mais je pense que ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que ces jeunes-là, ils incarnent quand même quelque chose, je trouve, de Renaissance. Et c'est ça aussi et de la crise, je pense qu'on peut le dire aujourd'hui aussi, que peut rencontrer un parti, ou tout au moins du vrai positionnement qui se passe. On l'a vu au moment du congrès d'Arras,
Alors la prise de pouvoir du parti, je dirais, par Gabriel Attal, elle remonte à avant, mais d'une certaine façon, cette affirmation aussi d'une personnalité, d'une alternative au sein d'un parti, eh ben, ça se répercute au sein d'une jeune association, enfin plus si jeune que ça, puisqu'ils ont 10 ans, mais qui doit aussi faire ses choix. Et je suis pas sûr que tous soient attalistes. Je suis pas sûr que tous aient envie de suivre aussi. Mais comme tout le parti Renaissance n'est pas attaliste non Voilà. plus. D'ailleurs, à Arras, une partie, certains ministres avaient boycotté le discours de Gabriel Attal parce qu'ils voulaient pas être témoins et complices du moment de rupture, entre guillemets, de Gabriel Attal vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Voilà. Salade tomate tartiflette demande, moi je me demande ceux qui ne vont pas rejoindre Gabriel Attal, ils vont aller où? Bah, ils vont aller où? Peut-être qu'ils iront Pas sympa, ailleurs. ça, la tomate Peut-être. Non, tartiflette. mais peut-être qu'ils iront ailleurs. Je sais pas ce que je souhaite aux GEM, mais peut-être que il y a des moments de recomposition hein, aussi dans des partis. Bah, il y a des moments de recomposition dans les partis, les associations aussi, j'imagine. Moi, je connais pas bien l'historique, par exemple, des jeunes socialistes, mais je pense que à des moments, il y a eu des volontés aussi de prendre un autre chemin. Et ça fait partie de la vie politique et de la vie démocratique. Gabriel Attal n'est pas encore candidat à la présidentielle officiellement. Hein. On est encore très loin à l'échelle de la vie politique, vu ce qu'on vit depuis 1 an et demi, en gros, depuis la dissolution. C'est difficile de se dire qui sera vraiment sur la ligne de départ en 2027 pour la présidentielle. Ce qui est sûr, c'est que Gabriel Attal a envie d'y aller, veut tout faire pour y aller. C'est vrai que les partis politiques, dans un système comme la Ve République, où la présidentielle et l'élection suprême qui guident toute la vie politique, en fait, c'est plus confortable pour un militant d'être dans un parti dont il soutient le chef et le candidat à la présidentielle. Mais après, il y aura peut-être sur tout ce qui est l'espace du bloc central, plusieurs candidatures, ou peut-être qu'à la fin, ils se mettront d'accord, et donc certains diront, bon, j'aurais préféré quelqu'un d'autre, mais l'intérêt supérieur de ma famille politique commande de suivre un tel plutôt qu'un tel. C'est la vie politique de parfois être en phase avec à fond derrière votre candidat et puis parfois moins. Ça, c'est la vie politique. Ouais. S'il y avait une scission quelque part, ça serait entre les anciens et les jeunes marcheurs ou ça serait entre différentes visions du macronisme? Pour toi, Aurélie. 2 heures. 2 heures. Il y a effectivement plusieurs courants aujourd'hui dans le macronisme. Le macronisme a plutôt penché à droite, on l'a vu avec l'exercice du pouvoir d'Emmanuel Macron. Mais par exemple, les JAM et les GEM aujourd'hui peut-être sont quand même plus à gauche que le mouvement adulte. Confère tout à l'heure la proposition sur le cannabis. Donc il y a effectivement des courants. Et alors, entre c'était quoi la suite de ta question entre les jeunes JAM et les anciens entre les JAM? jeunes et les anciens marcheurs. Mais les marcheurs grandissent, donc certains, je le disais alors tout à l'heure, ont totalement leurs chemins se sont totalement séparés, puisque je vous parlais d'Aurélien Taché qui est chez Jean-Luc Mélenchon. C'est difficile de faire plus incompatible avec Emmanuel Macron. Donc vous avez effectivement des courants générationnels, et puis parfois il y en a qui évoluent tout au long de leur carrière. Donc c'est très mouvant et c'est très vivant, la politique. En fait, ça dépend des moments, ça dépend des personnalités à suivre, ça dépend de la politique qui est mise en œuvre. Ça peut bouger assez souvent. Rien n'est jamais figé du début à la fin de tout votre engagement politique. C'est très rare. Et donc après Macron, du macronisme ne restera donc plus que les GEM. Non, puisqu'ils s'appellent même plus les jeunes avec Macron, même si Emmanuel Macron, on leur dit qu'il faut qu'ils se préparent éventuellement à être de retour pour 2032. De toute façon, c'est vrai que ce parti politique et sa branche jeune étaient très personnalisés autour d'une personne, puisque Emmanuel Macron crée son parti vraiment dans l'objectif d'être candidat à la présidentielle. Là, Gabriel Attal récupère un parti qui avait été fait à sa main et pour lui par Emmanuel Macron, donc il essaye de se mettre dans ces habits-là. Est-ce que la grève va prendre totalement ou pas? On le verra d'ici 2027, mais ça, le macronisme, qu'en restera-t-il? C'est effectivement un débat qui pourrait nous occuper beaucoup plus longtemps. Est-ce que le macronisme reste avec Emmanuel Macron, ou même, si on parle de la logique du dépassement, faire travailler de la droite et de la gauche subsistera? On sent quand même que beaucoup aujourd'hui disent non, la rivière est plus ou moins en train de retourner dans son lit. Il y a quand même de la gauche et de la droite, mais comme on est plutôt là sur une tripolarisation de la vie politique avec une extrême droite très haute, un bloc de gauche où aussi c'est assez compliqué entre les différentes composantes de la gauche, et un
centre-droit, où il peut aussi y avoir des tensions, c'est pareil, tout ça c'est mouvant en fait. C'est Édouard Philippe qui disait la poutre travaille, mais la poutre elle va encore beaucoup travailler d'ici 2027 et je vous le donne en mille, même après. Il est bientôt 18h45, j'avais dit 40, on s'en fiche, on est sur Twitch, on peut prendre le temps de prendre le temps, au moins encore 3 minutes. Les Jeunes en Marche, c'est un laboratoire politique ou c'est une machine à influence ? Finalement. C'est un peu tout ça. C'est à la fois, oui, ça permet d'être une boîte à idées parce que les jeunes peuvent être plus connectés avec les gens de leur génération, parce que les ministres ou les chefs de parti plus âgés peuvent être plus éloignés des préoccupations de la jeunesse. Donc ça permet de garder un lien avec ce qui monte chez les plus jeunes. C'est à la fois quand même essentiellement une force de frappe militante, parce que c'est quand même ça surtout l'intérêt de ce mouvement et des mouvements de jeunesse et de tout mouvement politique. C'est quand même d'être là, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. Que vous soyez d'accord avec ou pas avec une dissolution, que le candidat soit vraiment celui de votre cœur ou que vous ayez préféré un autre, en fait vous êtes là pour faire peser vos idées dans le débat public. Donc c'est un peu tout ça, et puis c'est aussi un moyen un tremplin peut-être pour votre carrière, puisqu'on parlait des la bande de Poitiers des JAM du tout début. Certains sont devenus ministres, d'autres ont été conseillers à l'Élysée, d'autres sont toujours députés. L'un est commissaire européen, vice-président même de la Commission européenne. Être un jeune militant, ça peut conduire à une carrière politique. C'est le tout début en fait. C'est aussi une pépinière, et ça peut être là aussi que les commissions d'investiture qui s'occupent du parti en général, et donc pas de la branche jeunesse, peut dire « Ah tiens, ce petit-là, on peut peut-être le lancer sur des législatives, il va pas gagner, mais au moins il va se faire les dents, il va se préparer pour des prochaines élections, tiens, ça peut nous faire des jeunes sur des listes municipales. » C'est aussi une pépinière, et puis les jeunes deviennent grands. Stéphane Père. Je crois que justement ta question elle est intéressante, parce que je pense que c'est vraiment ça, la dualité et les raisons un peu du divorce aujourd'hui chez les JAM. C'est-à-dire qu'on est entre les idées et la com politique. On est entre les idées et comment on mobilise, comment on trouve les moyens d'attirer encore des gens. Alors, difficile d'attirer des gens si on n'a pas d'idées. Si on ne sait pas bien communiquer, on ne peut pas porter ses idées. Ça se croise. Et je pense que là, le débat, il est un peu là-dedans en ce moment. Et je crois que les dissensions, si je comprends bien, les échos que j'ai au sein des GEM, c'est qu'il y a des gens qui ont des choses à défendre à différents niveaux, à apporter à différents niveaux à Renaissance et à tout ce mouvement qui est en train de se recomposer, et que c'est pas facile, et que 2025, c'est pas simple pour les GEM, quoi. 18h46, passé de 55 secondes, on s'en fout, on est sur Twitch, mais c'est rigolo de le dire. Le mot de la fin, le mot de la suite, Aurélie. Vive la politique et vive les militants. C'est quand même, ils permettent à la démocratie aussi de vivre, et c'est pas très facile, surtout dans un contexte politique extrêmement compliqué, extrêmement tendu. Moi, j'ai un peu une admiration quand même pour ces gens qui prennent sur leur temps, sur leur vie personnelle, quel que soit leur parti, pour se dire non, mais en fait j'ai envie de faire avancer mon pays, de faire avancer mes idées. Alors parfois ça se passe pas très bien, il peut y avoir des soupçons, des accusations de fraude, mais c'est quand même, je trouve, un engagement qui mérite d'être salué, quel que soit le parti politique, évidemment. Merci Aurélie Herbemont du service politique de France Info. Stéphane Père, le mot de la fin ou le mot de la suite? Non, mais moi ce que je trouvais important, ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est-à-dire que on peut que ne pas se réjouir, je dirais, du désengagement des jeunes vis-à-vis de la politique. C'est un moment un peu crucial là, qu'on vit en ce moment en France et sur la planète. C'est un moment où il devrait y avoir une mobilisation claire, nette, vis-à-vis de ces valeurs et des valeurs que chacun veut porter. Je pense que c'est important que les jeunes ils se mobilisent et qu'ils continuent de se mobiliser. Donc pour ça, c'est vrai qu'il faut politiquement être exemplaire sûrement, ou apprendre à l'être pour justement porter le bon message et les bonnes idées. Enfin les idées, chacun les a, mais il y a une façon, je pense aussi, de penser
la politique et on doit porter en fait que les jeunes doivent s'intéresser à la politique. Un mouvement comme celui-ci, il en fait partie, mais voilà, il est confronté à la réalité aussi. Merci Stéphane Père de la cellule d'investigation de Radio France. C'est la fin de ce stream, chers amis. Merci de l'avoir suivi. Merci à nos invités et aux précédents aussi. Merci à vous dans le chat pour vos questions, vos humeurs rigolardes, acides, aimables, vagabondes parfois. Merci pour vos bons mots, merci pour votre confiance en tout cas. Merci aussi à celles et ceux qui derrière la vitre nous donnent la couleur, le cadre, la lumière, le son, le pixel. Merci à celles et ceux qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas mais qui nous donnent à voir, à entendre. Merci à Pascal Baudot, notre cher camarade Pascal qui nous suit. Merci à Stéphanie Berlu pour les visuels. Merci aussi, toujours derrière la vitre, vous ne les voyez pas, moi je les vois, nous on les voit. Arthur Le Breton, Thibaut Gernaise, Raphaël Rasson, Alex Maillot et Pascal, j'ai déjà dit. Merci à tous. Si vous avez raté le stream, chers amis, que vous voulez le faire écouter à votre tati, votre tante, votre voisine, votre voisin de TGV, il est disponible ici en replay dans un instant. Vous pouvez aussi le retrouver en vidéo sur YouTube et sur franceinfo.fr, ainsi que sur la page podcast de l'émission sur la plateforme de Radio France. Vous pouvez le retrouver partout. Jeudi prochain, vous retrouvez le talk de France Info avec Sarah Calamange. Je suis en congé. Donc de 17h à 19h, tard dans l'heure, mais de charmante humeur. Je vous souhaite une excellente soirée. Toutes et tous, salut.